Bonus. Trax. Vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué, Warhammer devient toujours plus compétitif. Une tendance qui s'exprime dans l'attitude des joueurs et la composition de leur liste d'armées, mais aussi à travers des médias qui couvrent notre hobby. Le tout, bien sûr, à l'initiative de l'éditeur Games Workshop, qui en 10 éditions de Warhammer 40 000, par exemple, a pour la première fois une équipe de game designers entièrement dédiée à l'équilibrage et à la mise à jour du jeu. Face à cette percée compétitive, beaucoup se détournent du jeu égal pour aller vers le jeu narratif, voire d'autres systèmes de jeu, tout simplement. Mais avec ce 43e épisode de Land Rider, on va se demander si au fond, ce n'est pas en s'emparant un petit peu de ce discours qu'on le combat le mieux. Voici donc venue une tactica pour les nuls, des conseils tirés de notre expérience de joueurs du dimanche, de wargamers du garage, de passionnés des univers de Warhammer, mais tout de même intéressés par un jeu encadré et avec du sens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on retrouve Raphaël pour parler, une fois n'est pas coutume, de jeu. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors ça fait un moment que j'avais envie de m'emparer de ce sujet, d'abord pour combattre un petit peu cette montée du compétitif dont on parle quand même régulièrement à bord, tu le sais, mais c'est certain, je le vois pas forcément d'un super bon œil ce compétitif, mais je voulais quand même montrer qu'on peut aussi, nous autres joueurs occasionnels, casu, narratif, peu importe à quelle finalement définition vous répondez, s'emparer de ces notions de jeu qui de plus en plus nous échappent. Je sais pas si tu le ressens comme ça, mais je trouve ça un petit peu dommage que ça devienne la chasse gardée justement de chaînes d'analyse méta, vous les connaissez toutes et tous, et du coup finalement on a un peu le droit que au très compétitif et à un certain nombre d'horreurs. Donc l'idée du podcast c'est un petit peu de combattre ça et surtout en fait de le nuancer, parce qu'à la rigueur qui est des ultra compétiteurs c'est pas un problème, c'est un petit peu comme dans tous les hobbies, dans tous les sports, peu importe, mais c'est aussi qu'ils s'emparent de plus en plus ou qu'on ne voit finalement que eux, et qu'ils forment un petit peu la base en fait de ces médias qui vont juger peut-être une mise à jour, une nouvelle unité, des sorties uniquement par le prisme, on va dire un petit peu des meilleurs. Donc c'est un petit peu comme si on parlait de football, mais que entre champions de très très haute volée. Ce qui est un peu le cas en fait. Oui, c'est un petit peu le cas, mais c'est d'ailleurs un vrai truc. Enfin, je connais 2-3 fans de football autour de moi, et typiquement, je sais qu'il y avait, pendant un moment, il y avait eu l'idée de créer une espèce de Super League avec les meilleures équipes, et il y avait un petit côté, ouais, mais en même temps, le football, est-ce que c'est pas aussi le truc des underdogs, des challengers, des surprises, et est-ce qu'il faut pas justement rester sur une forme de démocratie finalement? Et je pense qu'on en est un petit peu... Alors, toute proportion gardée, mais philosophiquement on en est un petit peu dans le même stade, je pense, avec Warhammer 40 000 spécifiquement, et je me dis que de plus en plus on est un peu obligé de laisser les gens parler à notre place, alors que eux en fait ont une vision du jeu qui en soi certes me dérange, parce que pour moi c'est pas ça Warhammer 40 000, mais elle fonctionne très bien en elle-même, je veux dire, il n'y a pas de problème, moi je vais pas dans leur circuit et eux viennent pas dans mon circuit, donc j'ai pas vraiment de problème avec ça. Par contre j'ai un petit peu plus de mal avec cette espèce de zone grise qui nous représente toutes et tous, et qui finit par être un petit peu contaminée peut-être par ce genre de discours, si on les appelle comme ça. Bref, du coup l'idée, c'est pas justement de se plaindre, c'est de se bouger un petit peu le popotin pour trouver des conseils, souvent tirés de Warhammer 40 000, mais qui seront applicables, j'espère, à la plupart des wargames qui viennent de Games Workshop, ou d'ailleurs, ça, on aura tendance à en rediscuter peut-être après. Ceci étant dit, Raphaël, explique-nous comment ça va se passer cette tactica pour les nuls. Alors en gros on va fonctionner sous forme de pyramide ou d'entonnoir comme vous voulez, mais en gros on va partir de concepts très larges, on va aller sur des choses de plus en plus précises, de plus en plus anecdotiques, des concepts, des expériences, des cas de figure qu'on a pu rencontrer, des maximes, des choses un petit peu comme ça qu'on va essayer de prendre à notre sauce, et qu'on va bien sûr nuancer à chaque fois avec notre expérience de joueur de garage, comme tu le disais, et notre côté pas compétitif, mais pas non plus les doigts de pied en éventail au bord de la plage, parce que, comme tu le disais, on a quand même une volonté de cadre
de ne pas se passer de cadre. Donc Ouais. voilà, on va toujours rester en fait dans cette espèce de zone qui n'est pas entièrement un jeu narratif complètement entre guillemets déséquilibré, pas péjorativement, mais qui n'a pas vocation à un équilibre interne. Mais on va pas rentrer dans le suroptimisé méta, tout ce que vous voulez et toutes les choses que vous entendez sur les chaînes. Complètement, ouais. Et je pense que si vous le connaissez de toute façon, vous ne vous y attendiez pas. Mais vraiment, moi, je veux qu'on se réempare de toutes ces notions de game design parce que complètement, enfin, en tout cas, à mon sens, le game design, c'est pas qu'une affaire d'équilibrage, c'est pas qu'une affaire de compétitivité, c'est aussi une affaire de fun, de comment on représente le lore, de saveur en fait tout simplement. Mm. Et du coup toutes ces notions là, bah en fait elles sont tout aussi valables que bah effectivement des notions de fixe, de matchmaking, de peu importe en fait tous ces trucs hérités un petit peu bah, du jeu vidéo. Hein. On sait de toute façon que c'est un moteur d'inspiration assez énervé pour Games Workshop et bien sûr il y a un certain nombre d'habitudes dans le jeu vidéo qui s'est lui-même devenu de plus en plus compétitif que Games Workshop emprunte et dans lesquels ils vont piocher. Mais il y a aussi des jeux, et ça pour le coup les gens le savent, peut-être qu'on peut faire la métaphore avec le jeu vidéo en se disant bah, il y a encore des jeux solo, il y a encore des jeux dont le game design est dicté par rapport à l'histoire qu'on veut raconter, par rapport à du plaisir qu'on peut prendre manette en main et pas forcément savoir est-ce que Diva est mieux que Reinhardt ou peu importe pour les amateurs d'Overwatch. Mais je te propose, mon cher Raphaël, de passer à notre premier conseil dans cet entonnoir ou cette pyramide inversée telle celle de Nagash, j'espère que vous avez la ref, et bien du coup c'était de faire une collection et pas des listes. Alors je m'explique, en fait aujourd'hui on a toujours plus de mises à jour, d'ailleurs le hasard a voulu que à l'heure où on enregistre ce podcast vient de tomber la nouvelle Data Slate, donc la nouvelle mise à jour de Warhammer 40 000 qui est assez balèze donc pour le mois de décembre, ce qui du coup correspond aux 3 prochains mois, ce sera décembre, janvier, février, et je pense qu'on en aura une nouvelle en mars, et qui du coup introduit ce que vous avez peut-être déjà entendu du rule change ou du rule fix, donc c'est-à-dire effectivement du changement de règles, des changements de points, et tout un tas de notions plus globales qui vont pas forcément s'arrêter sur une armée, mais peut-être sur des mécaniques qui sont communes à plein d'armées. Donc aujourd'hui, ça c'est nouveau, on l'a que depuis la V10, je le disais en intro, mais c'est vraiment cette logique selon laquelle Games Workshop va faire des mises à jour du jeu pour essayer de remonter certaines unités qu'on voit peu, aider des armées qui galèrent un petit peu, en s'inspirant bien sûr de la scène compétitive. Donc encore une fois, on comprend pourquoi il y a du média qui s'intéresse à tout ça, parce que c'est un peu elle qui donne le change, mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut forcément s'y arrêter juste à elle? Eh bien écoute, on en reparlera plus tard, mais en attendant, ce que je trouve assez intéressant, c'est que malgré cette logique de compétitivité et cette course infernale à l'armement qu'on a vu depuis le début de la V9 au moins, et en tout cas qui s'est maintenue en V10, c'est que la meilleure solution de combattre tout ça, étrangement, paradoxalement, c'est pas forcément de courir après une liste, parce que de toute façon, je vous ai dit, hein, rule change tous les 3 mois, en 3 mois, vous n'avez pas le temps de monter des armées entières. Ou alors, vous êtes vraiment Superman, et tant mieux pour vous. Vous faites appel à des peintres, des services de peinture, quoi. Ouais, mais même eux, je pense qu'ils vont un petit peu eux, galérer au bout d'un moment. Donc du coup, ça va leur demander du taf. Et du coup, je pense que la meilleure solution, c'est pas forcément d'aller vers du coup des listes et un suivi de listes, mais plutôt d'essayer d'accumuler le plus de figues, d'avoir une collection la plus large possible. La plus large, ça veut dire en variété d'unités, et peut-être aussi ensuite, hein, une fois qu'on a un petit peu de tout, multiplier le nombre de cette unité et d'aller vers ces fameuses doublettes ou triplettes. Aujourd'hui, à Warhammer 40 000, la règle elle est très simple, à part les transports et les troupes de base, et les personnages uniques, bien sûr, on a le droit de prendre tout en 3, et les personnages et les transports, les personnages uniques, c'est unique, les transports et les unités de base, c'est 6, mais on complexifie déjà un petit peu ce podcast, alors que ça sert à rien, puisque justement, ce que je voulais vous dire, c'est pas forcément qu'il faut suivre les listes qui vous diront de mettre tant de personnages, tant d'unités, tant de véhicules ou peu importe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai vu en V10 avec l'Astra Militarum, donc l'Imperial Guard, la garde impériale en français, j'ai commencé à avoir une armée assez populeuse qui dépasse maintenant les 4000 points, ce qui peut paraître assez ridicule pour des gens qui en ont 16 000, etc. Voilà, on n'est pas dans le domaine de Psych qu'on a eu en interview récemment, Psych d'ailleurs, mais c'est sûr que 4000, ça vous permet déjà de tester plusieurs configurations, de pas forcément faire la liste tournoi du moment, mais de vous dire, ok, en ce moment, j'ai vu que le Rogaldorn a perdu des points, je vais mettre des Regaldorn et je vais envoyer les Lehman Russe au garage. Et cette rotation-là, elle fait plaisir parce qu'elle vous permet un petit peu de rebondir sur cette méta, de pas la subir, mais en même temps, tout ce que vous faites, c'est jamais que collectionner vos figues et celles qui vous passionnent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël, de ce conseil? Est-ce que tu l'appliques toi-même? J'essaie de l'appliquer dans le sens où
Déjà, moi j'achète mes figurines pas en lien avec une liste comme tu le dis, mais aussi en lien avec ma collection. Ouais. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'en que gros, t'as, qu'est-ce que t'as j'ai, pas? qu'est-ce qui me manque. En fait, moi, quand je fais une armée, j'ai cette approche de me dire, ok, de base, je vais essayer de prendre, d'acheter et de peindre une entrée de chacune une de chacune des entrées du codex ou de l'index. Ce qui est généralement un bon horizon C'est pour ça. commencer une collection. Bon, après, il y a des armées où il y a des entrées que j'aime pas, hein, donc je vais Ouais. pas me forcer, entre guillemets, je vais pas me dire... Et justement, d'ailleurs, il y a des entrées que je n'aime pas, donc je vais pas me forcer, et même si cette entrée est l'entrée qui est top méta en ce moment, et que tout le monde en a 3 exemplaires, machin, Tu vas moi, pas te je forcer. l'aime pas, en fait. Je ne vais pas la jouer ni la peindre. Ouais. Typiquement, si je prends un exemple que je connais, c'est les Space Marines. Pendant... Ce qui est assez méta, enfin, ce qui était, je sais pas si ça l'est toujours, mais ce qui était assez méta en Space Marine, c'était les Inceptors Plasma, donc Ouais. ceux avec les jump packs et les doubles plasma, là, qui étaient dans Indomitus, mais le Ouais. multi-kit, qui est un kit que je trouve horrible. Mm. En plus, avec les plasmas, je les trouve encore plus horribles qu'avec les pistolets Bolter. Ils étaient même dans Dark Imperium. Dans Dark Imperium, C'est pardon. encore plus vieux. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je veux pas cette unité dans mon armée d'Howling Griffon, j'en ai rien à fiche. Et en fait, par contre, à chaque fois qu'il y avait des rapports de bataille sur French Wargame Studio ou des listes ETC sur Goonhammer, des choses comme ça, à chaque fois c'était 3 fois Inceptor Plasma, machin. Et je disais, bah ok, tant mieux, hein, mais moi j'aurais jamais ça, quoi. Ouais, mais à l'inverse, si tu les avais, ce que je trouve cool par rapport à ce conseil très général avec lequel on ouvre la Tactica, c'est que si tu les as, par exemple, si tu as fait Dark Imperium, c'est quand même plutôt sympa de se dire ah ok, en ce moment ils sont sympas, ils sont cool, je vais pouvoir les jouer ouais. et je vais pouvoir tester une configuration qui tourne ou non autour de cette liste. Parce que moi, typiquement, par exemple, des armées comme la Garde ou les Space Marines, avoir déjà une unité de chaque, c'est très long. Donc en fait, tu vas pas non plus tester des triplettes de dingue, mais tu vas tester une première unité et tu vas te dire ouais, c'est vrai que maintenant qu'ils ont gagné cette capacité ou qu'ils ont perdu en points, c'est vraiment très cool, ou ça manque un petit peu de sel, il faudrait que j'en ai effectivement 2, mais est-ce que j'ai vraiment envie de les peindre? En fait, je trouve que c'est un bon moyen de à la fois jouer le jeu de la méta, mais sans forcément le subir. C'est-à-dire, ok, la méta crée une rotation, et le meilleur moyen de suivre la rotation, c'est d'avoir déjà les unités dans ta vitrine, et souvent, tu as envie de les avoir dans ta vitrine parce qu'elles te plaisent, Ouais. pas forcément parce que justement, elles ont gagné ci ou elles ont perdu ça. Et donc ça, je pense que c'est un bon conseil pour inaugurer cette Tactica. Moi, je l'ai vu en tout cas à partir de la V9, j'ai commencé à beaucoup jouer parce que je montais une armée de Black Legion, et du coup, il y avait du monde, et c'était sympa. Mais il y a un moment, je me suis un petit peu arrêté, et quand je suis revenu V10, Garde Impériale, beaucoup de nouvelles sorties, j'en ai accumulé, et en fait, je me disais, en fait, j'ai plus envie de m'arrêter. Et du coup, je faisais des meilleures listes, des meilleures parties, et j'ai l'impression vraiment d'être un meilleur joueur, alors que je suivais pas forcément la méta, je collais pas à une liste précise, mais plutôt à une espèce d'envie générale, globale, d'avoir les unités les plus diversifiées et potentiellement les plus nombreuses possibles. Et je crois que tu as d'ailleurs une deuxième règle qui va un petit peu dans ce sens-là, mon cher Raphaël, aussi. Tu parlais de collection et de liste, et ben moi je vais vous parler de liste dans le sens où je vais vous prodiguer un conseil qui est ne pas copier-coller de liste. Ah oui. Parce que en fait aujourd'hui on est à l'heure d'internet, vous le savez, tout est hyper accessible, vous le savez aussi. On va pas refaire l'histoire, mais nous quand on a commencé le hobby en V3, internet n'était pas aussi développé qu'alors. Les listes compétitives des tournois qui existaient à l'époque, elles tournaient déjà sur internet, c'est juste qu'on s'y intéressait pas du tout et que c'était pas du tout mis en avant au sein de la communauté. Mais on pouvait les trouver si on les cherchait. Et par contre, aujourd'hui, vous avez accès très facilement, voire presque instantanément, si vous le souhaitez, à toutes les listes de tous les joueurs de tous les tournois du monde. Ouais. Ce qui pourrait être tentant pour un nouveau joueur ou un joueur qui a très peu d'expérience et qui se lance à peine et qui consomme notamment beaucoup de contenu YouTube, de se dire ah bah moi j'aime les Necrons par exemple, tiens je vois que c'est le détachement Hyper Crypt Légion qui a gagné le championnat du monde l'année dernière avec cette liste là, et je me lance. Et ben je me lance et je vais acheter cette liste. Ce qui, à mon sens, est complètement une mauvaise idée. Ouais. Pour plein de raisons. La première raison étant que la même liste dans les mains de 2 joueurs ne fera absolument pas le même résultat parce que il y a l'expérience, hein, bien sûr. Il y a le hasard des dés, parce que ça reste un jeu de hasard quand même, aussi. Un peu. Et d'autre part, comme tu l'as dit, avec ce changement de méta qui tourne très régulièrement, une liste qui va gagner un championnat dans 6 mois, elle peut complètement être nerfée, avoir perdu ou gagné un certain nombre de points, et perdre toute son efficacité. Et en fait, vous allez vous retrouver avec
un pool de figurines très limité, et peut-être vous allez ne pas savoir qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce que je retire à cette liste que j'ai copié-collé, alors que en fait c'était plutôt comme ça qu'il aurait fallu que vous l'envisagiez. Ouais. Et, et du coup, l'exemple que moi je peux donner avec ça, c'est que, donc je vais parler de mon armée de cœur, de la Death Guard. La Death Guard, si vous allez sur internet, vous trouvez plein de tactica qui vous expliquent que pour jouer méta, il faut prendre tel truc, tel truc, tel truc, notamment une triplette de tel personnage. Par exemple, pendant un temps, ce qui était méta, c'était de jouer 3 biologus putréfacteurs, donc qui sont le petit personnage qui vous permettent de jeter des grenades gratuitement. Toi, t'as pu l'expérimenter contre moi, c'est effectivement assez... J'aime pas trop les grenades. Voilà, c'est assez Depuis, fort. j'aime pas trop ce stratagème. On le voit pas beaucoup, mais quand il tombe, il fait mal. Et en fait, effectivement, quand tu extrapoles le truc et t'en joues 3, tu vois aisément où ça va aller et la capacité que ça fait. Mais, du coup, si tu te dis, ah ben c'est ça qui performe, je vais maintenant, si je commence ma liste Death Guard demain, par défaut, je mets ces 3 trucs-là et après je fais le reste. Bah en fait, à mon sens, c'est pas forcément une bonne approche, et surtout, moi qui n'ai pas 3 fois la même figue parce que j'ai du mal à jouer des triplettes hors infanterie de base, Ouais. et ben, un QG de troupes. voilà, exactement. Et ben en fait, je préfère du coup faire des expérimentations et me dire, bah plutôt que de jouer 3 fois le même perso, moi j'ai acheté un des personnages de chaque Virion Fétide, donc Ouais. un des chaque personnage indépendant de la Death Guard. Et je me dis, bon bah écoute, moi je vais 3 packs avec un personnage 3 packs différent, avec un quoi. personnage différent, ou alors 2 packs avec 4 personnages en tout, 2 et 2, Ouais. mais 2 différents. Et j'en suis arrivé du coup bah, à tester des trucs où du coup, ben, on se rend compte, c'est tout aussi intéressant d'un point de vue du jeu. Et Ouais. ça apporte des choses que, ok, t'as pas l'habitude de voir ça sur des rapports de bataille, mais c'est pour ton adversaire et pour toi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, complètement. Je vais totalement aller dans ton sens. Je pense que ça n'a pas de sens. Ça fait beaucoup de sens. Mais ouais, effectivement, c'est pas intéressant de le faire pour plein de raisons. C'est-à-dire, si tu regardes du côté du compétitif et que toi tu débutes, comme tu le disais, en fait, c'est un peu comme bah voilà, tu demandais à un mec qui vient d'avoir son permis de monter dans une Formule 1. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Ensuite, si tu regardes plutôt un petit peu à l'envers et te dire, ok, je vais m'en inspirer, je vais pas refaire cette liste, mais c'est vrai que visiblement il y a toujours cette base de, par exemple, comme tu le disais, 30 Plague Marine avec 3 fois le même perso, etc. On l'a vu aussi en Marine du Chaos d'ailleurs, les 10 Chosen avec 3 seigneurs. Et déjà, tu vois, bon là, peut se poser d'autres questions, on en reparlera, mais genre 3 seigneurs du chaos, enfin, c'est bizarre dans une armée, tu vois. C'est pas fluff. C'est comme si t'avais 3 capitaines Space Marine, enfin, c'est assez étrange. Et donc du coup, tu peux arbitrer avec le fluff, mais tu peux aussi arbitrer en te disant, bah, en fait, est-ce que j'apprendrais pas déjà à maîtriser un pack? Parce qu'en fait, arrive avec ces copiages de listes, que ça soit la totalité de la liste ou certains fragments de la liste, une espèce d'attente et de te dire, ok, ça performe. Donc si tu performes pas, tu vas te morfondre, tu vas te dire, ok, je suis un mauvais joueur. Alors qu'en vrai, bah, en fait, elle a aussi performé par rapport à un pool limité d'autres listes. Et la dernière raison pour laquelle moi je le ferai pas, c'est aussi parce que j'ai l'impression que même les compétiteurs qui performent ne raisonnent pas comme ça. C'est-à-dire qu'on voit souvent que les listes, et c'est le cas pour la garde impériale tout récemment, qui ont vraiment performé, elles intègrent des unités qui sont souvent pas jouées ailleurs. C'est-à-dire que vraiment, on va dire des gens qui sont en positionnement en termes de médias, c'est-à-dire c'est pas des gros compétiteurs, mais ils font quand même quelques tournois, ils analysent, ils décortiquent la méta et tout, ils vont te dire ça c'est nul, ça sert à rien, et en fait ils vont pas faire de vidéo dessus, donc potentiellement les gens vont oublier cette unité, et d'un coup elle va ressortir super forte du point de vue d'une faction précise qui aura performé dans un tournoi qui soit local ou international. Et en fait c'est assez marrant de se dire que on a tendance, je voulais aussi un petit peu parler de ça avec ce podcast, de dire oui, le compétitif, c'est le problème de tout dans Warhammer 40 000, etc. Oui, des fois ils sont responsables de pas mal de trucs nuls, mais des fois aussi on cherche un peu à trouver une espèce de bouc émissaire parce qu'on se rend compte que des fois les listes qu'elles performent, je sais que notamment une des premières listes qui a gagné un tournoi ou qui a fait peut-être deuxième en garde impériale il y a quelques mois, le mec jouait des Wyvern ou des Hydres, ou peut-être même les deux, et c'est genre 2 unités qu'on voyait jamais en garde.
Et en fait, c'est juste que le gars, bah, ça rentrait dans ses points, ça rentrait dans sa stratégie, ça rentrait dans sa philosophie de jeu, et ça, vous pouvez pas vraiment le connaître. Vous pouvez connaître que la composition. En fait, c'est un peu comme si vous vous disiez, je vais devenir Didier Deschamps parce que j'ai les mêmes joueurs. En fait, c'est pas possible parce que vous avez pas la stratégie, vous savez pas comment vous allez scorer, vous avez peut-être pas le même plan de jeu et même pas le même style, parce que tu le disais aussi, c'est une question de découvrir aussi un peu comment toi t'aimes jouer. C'est ce que tu t'en es rendu compte avec la DevGuard. Je m'en suis rendu compte avec la garde impériale, où tout le monde disait en début d'édition, il faut jouer des packs de 25 parce que tu te rends compte, ça met plein d'OC, t'as plein de fusils, tu mets 25 Krieger là, 25 Cadiens là et tout. Bon, je les avais pas forcément ces packs, maintenant je les ai plus ou moins, mais en fait moi j'aimais bien l'idée, bah, j'ai plein de chimères, est-ce que je testerais pas un petit peu garde mécanisée avec des catachants, tiens, ils gagnent scout, les chimères, c'est super intéressant. Et maintenant c'est devenu le nouveau cool. Pendant que moi je jouais, c'était pas cool, tu vois, et c'est devenu tellement cool que ça s'est fait nerfer à l'heure où on parle, là tout de suite maintenant, il y a quelques heures. Donc du coup, c'est assez marrant de se dire que si tu copies pas des listes, potentiellement aussi, tu travailles presque plus un peu ton esprit de tacticien, quoi. Ouais. Tu testes, et je pense que ça te fait de toi un meilleur joueur, même si tu vas pas forcément gagner des tournois. Dans le même ordre d'idée, moi j'avais une troisième règle pour cette tactica, mon cher Raph, c'était de commencer simple, parce que justement, faire une liste qui fait trop de choses à la fois, qu'elle soit inspirée de quelqu'un ou d'un tournoi, peu importe, ou qui joue sur des combos plus complexes, j'ai l'impression que ça a tendance à limiter un certain nombre de joueurs, et du coup, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Je pense qu'il y a aussi une petite course dans le compétitif qui, là, pour le coup, est assez négative et imputable vraiment à des chaînes ou à des joueurs qui veulent pousser telle ou telle unité, c'est qu'ils oublient la progression, en fait. Le skill curve, on appellerait ça en game design, de dire, en fait, les joueurs commencent quelque part, et après, ils peuvent faire le choix. Ouais. Et je pense que la V10, bizarrement, elle est bien pensée de ce point de vue-là, parce que généralement, les détachements index, bah, ils sont restés dans le codex. C'est souvent les détachements un peu à tout faire, qui vont pas forcément être les plus durs à maîtriser, mais qui vont vous permettre d'apprendre plusieurs facettes de l'armée, et ensuite, du coup, vous permettre d'expérimenter votre style, vous permettre de tester des combos, et vous permettre aussi de vous spécialiser si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin, parce que ça vous plaît plus, ou tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu répétitif de jouer avec le même détachement. Et du coup, moi je conseille toujours aux gens d'aller sur par exemple des allégeances qui poussent on va dire des pouvoirs ou des buffs passifs, qu'il n'y a pas besoin de mettre en place, ou par exemple de jouer sur la défensive, parce qu'on sait, même dans des termes stratégiques, dans la vie réelle, on sait qu'il y a un avantage à être défenseur et à être dans la réaction, parce que c'est plus facile de voir qu'est-ce que tu peux faire quand l'autre donne le change. Alors après, il y a des armées qui s'y prêtent bien, il y a des armées qui s'y prêtent moins bien, mais typiquement quand j'ai appris Age of Sigmar avec toi en V3, j'avais une armée de Stormcast, et je sais qu'il y avait une allégeance que tout le monde jouait, où il s'agissait de faire des frappes en profondeur, aller chercher des combos, tomber sur la bonne unité, etc. Et moi, j'arrivais pas à le faire, j'avais joué avec toi et je n'arrivais pas à le faire parce que je ratais mes charges, j'avais des mauvais jets de dés, etc. Et ça me frustrait. Et après, l'autre allégeance qui était très peu jouée, c'était de jouer sur la défensive et de tenir les objets. Or, j'avais beaucoup d'infanterie, et en fait, quand j'ai joué ça, franchement, le gameplay m'a pas transcendé parce que c'est un gameplay assez statique, mais j'ai pris plus de plaisir parce que j'avais l'impression que je déployais un plan de jeu qui était plus intéressant, et j'aurais tendance du coup à conseiller aux gens de tester ça, c'est-à-dire des fois le truc le plus simple ou même le moins sexy, il n'est pas forcément moins bien à jouer, c'est-à-dire qu'il vous correspondra peut-être plus, et à défaut il pourra vous permettre de vous aider à progresser. Je sais pas si toi tu as déjà ressenti ce genre de choses. Bah, c'est pas parce que c'est simple que c'est moins valorisant, et je vais aussi, en termes de simplicité, je vais aussi dire un truc qui peut paraître un peu impensif, mais au final qu'il faut peut-être garder à l'esprit, c'est quand vous commencez à jouer de manière régulière, et quand je dis régulière, c'est même si c'est une game par mois, hein, mais si c'est avec régularité tous les mois, vous maintenez votre game, etc. Essayez pas absolument de vous dire, ok, dans mon list building, je vais mettre ce détachement avec, alors je sais plus le terme en français, mais set enhancement. C'est quoi les améliorations. Et voilà. Et je vais, vu qu'on peut mathématiquement en mettre jusqu'à 3 dans ma liste d'armées, bah moi je vais tout de suite en mettre 3. Et parce qu'ils ont des effets super forts, machin. Oui, mais si c'est pour que, en fait, quand vous faites votre game mensuel et que vous n'êtes pas un joueur assidu tout le temps, vous connaissez pas encore un peu tout, et que du coup vous oubliez les règles supplémentaires que vous apportent ces améliorations que vous avez payées dans votre liste, et qu'à la fin de la game vous dites ah merde, en fait j'avais payé une amélioration à 25 points qui faisait que tel perso il faisait ça, machin. Ouais. Et que en fait vous l'avez raté quasiment toute la game, parce que vous êtes allé tout de suite chercher dans la complexité, etc. C'est pas grave, hein, de commencer
datasheet only entre guillemets, c'est-à-dire ne pas payer Les d'amélioration, améliorations, les persos. voilà, de pas jouer des persos uniques qui ont 60 capacités différentes, etc. Dès le début. Vraiment, vous avez acheté que ce soit Dark Imperium, Indomitus, Léviathan. Vous avez acheté une de ces boîtes par exemple, vous avez créé votre armée à partir d'une des factions dans ces boîtes-là. Bah franchement, commencez avec ça. Si effectivement vous commencez à bien maîtriser le contenu de ce truc-là, vous pouvez ensuite ajouter dedans ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, même si c'est pas thématique. D'un point de vue du détachement ou des règles, tu vois, genre typiquement si t'achètes un Domitus pour les Space Marines, et que derrière, c'est plutôt une force d'infanterie, ce qu'il y a dans Indomitus. Si derrière, en fait, toi, ce qui te fait kiffer, c'est les land speeders et, je sais pas moi, les tourelles automatisées avec le Tech Marine, bah vas-y, let's go. C'est pas fluff, ça n'a pas vraiment de sens de les jouer dans le détachement. Ça tient qu'à toi d'inventer le fluff derrière. Et effectivement, moi je trouve ça assez marrant de se dire que les joueurs, des fois, ils se mettent grave la pression. Après, c'est typique du côté, justement, du côté un peu fear of missing out, de dire ok, j'ai vu que tous ces listes, ça a l'air trop bien, tous ces persos, ça a l'air trop bien, ils viennent de sortir, je viens de les peindre, j'ai une game par mois, je vais vouloir tous les mettre. Ouais, mais si la game est éclatée parce que t'as oublié tous les trucs et du coup tu t'es fait défoncer, en fait, tu fais jamais la deuxième game. On a tous connu des joueurs qui arrivent avec une liste ultra complexe alors que c'est le codex, il vient de sortir, ils viennent de peindre les figues, t'es en mode genre ouais, même moi je suis coupable de ça, mais des fois je me dis attends, je vais tester une unité sur mes 1500 ou mes 2000 points parce que les autres faut que je les connaisse un petit peu, tu vois. Et après les expérimentations, tu les fais justement quand t'as une grande collecte parce que vous allez le voir, les différents conseils se rejoignent entre eux et du coup ça te permet de faire ce genre de truc parce qu'effectivement sinon ça rend un petit peu fou. Et surtout que maintenant on a la chance d'avoir une V10 à Warhammer 40 000 qui est assez cadré. Les détachements, moi, ils me faisaient un petit peu peur au début, mais je trouve qu'au final, ils retirent une espèce de charge mentale. On en parlait en V9, entre nous, entre potes, entre ghouls, de dire ouais, putain, mais je suis dans mon codex, je suis en train de tourner les pages, je comprends rien à ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une espèce de jeu de gestion et de mémoire. Là, aujourd'hui, t'as ta double page. Tu sais, ça t'induit ton list building, mais t'es pas obligé, ça te le contraint pas. Et après, du coup, c'est pas grave s'il y a un des 6 stratagèmes que tu vas pas jouer, si en fait ta liste elle fonctionne bien et que tu arrives à t'en souvenir. Et après, bah voilà, tu vas aller vers des trucs plus ou moins sexy, plus ou moins tricky, avec des combos ou pas. C'est à chacun de voir, mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment avoir testé. Enfin, c'est un peu con, mais faut avoir un peu testé le football, le foot en salle pour commencer à te dire putain, je prends plaisir à jouer à ce jeu. Et peut-être un jour j'ai envie de jouer compétitif ou j'ai envie de tester des techniques que j'ai pas fait. Mais c'est sûr que si tu arrives direct sur le terrain en disant ok, je vais faire des retournées acrobatiques à chaque fois qu'on me fait la passe, enfin juste tu vas te foirer et ça va faire chier tout le monde, quoi. Bah c'est une métaphore qui marche assez bien et dans un univers très proche. Ah non, tu parlais pas du tout. Merde. Mais ça marche bien aussi. C'est avec les TCG, avec Magic par exemple, parce que voilà, je sais que Game Workshop lorgne aussi pas mal de ce côté-là, un petit peu avec ce système de méta qui se renouvelle. Qui eux avaient déjà l'habitude effectivement de tuer certaines cartes au profit d'autres. Avec des ban lists et des choses comme ça. Mais pour le coup, si demain vous commencez à Magic, vous allez jamais commencer avec un deck combo bleu-noir avec des interactions dans tous les sens et des cartes qui doivent toutes se répondre entre elles, etc. Non, vous allez commencer avec un jeu monocouleur, des cartes qui ont des règles très simples, et vous allez y prendre du plaisir. Et à Warhammer, je pense qu'il faut avoir la même approche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer avec un QG de troupes façon de parler, mais disons faut entretenir cette philosophie-là. C'est ça. Disons commencer à la base, maîtriser la base, et quand vous maîtrisez la base, mais genre vraiment limite vous regardez plus vos datasheets parce qu'en fait vous les connaissez sur le bout des doigts, bah là c'est le moment en fait. C'est là où vous dites ok, là je maîtrise tout, j'intègre une nouvelle datasheet dans ma matrice. Et je peux être conscient de deux choses, que vous avez peut-être l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais je pense qu'on connaît tous des joueurs qui ont tellement été un petit peu influencés par ce fear of missing out, ces vidéos, ces analyses méta qui en ont oublié en fait le plaisir de jeu, de jouer simple. Et au-delà de ça, je suis aussi conscient que potentiellement ça veut dire que vous allez passer vos rares games, pour ceux qui jouent peu, à rester sur du simple. Mais je pense que si vous passez des games simples mais des bonnes games, vous en apprendrez plus que quand vous essayez de mettre en place un truc ultra complexe mais qui se plante. En fait, à la fin, vous avez passé vous avez passé une mauvaise soirée, vous avez une mauvaise expérience de jeu et vous retenez peut-être pas grand-chose de votre game.
je sais qu'en V10, l'avantage de ne pas avoir eu un codex Astra Militarum tout de suite, c'est que j'ai beaucoup joué avec l'index et j'ai testé beaucoup de choses. Et donc maintenant que le codex s'apprête à sortir, bah, j'aurais envie d'aller tester des builds, etc. et des trucs peut-être un peu plus fins. Et peut-être qu'en fait, je vais me dire, bah, je vais rester avec le truc de base parce que c'est ce qui me va le plus. On est quand même dans un jeu où tu as du tirage de cartes, tu as du hasard, on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, vous allez prendre déjà beaucoup de décisions. Et sur table, il peut y avoir une surcharge dans la prise de décision. Votre cerveau, il peut très vite saturer si vous venez avec des listes qui sont trop complexes et avec des détachements qui sont trop complexes aussi. Alors après, c'est pas que de votre faute, ça vient aussi du game design. Et je pense typiquement à un game design de la V9 où des fois, pour donner de la saveur à des armées, je pense à mes amis les Drukhari, parce que JB et moi, on a fait beaucoup de parties où ils jouaient Drukhari. Et en fait, tu sais, si tu faisais des 6 à la touche, ça améliorait la PA. Oui. Donc tu sais, tu devais diviser, mettre tes dés de côté et tout. Ça, c'est un enfer. Et ça, c'est un truc de game design, donc c'est pas forcément que votre chose. Enfin, que de votre faute, mais c'est que de votre fait. Mais factuellement, ça veut dire aussi que Games Workshop doit réfléchir à ça. Et de dire, les gens, ils ont déjà suffisamment de décisions à prendre, de calculs à faire. On va pas commencer à leur dire d'isoler leurs 6 et tout machin. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les 6, généralement, ça fait un truc critique. critique mais ça le fait tout de suite, en fait. Et tout de suite, c'est ça. C'est que la séquence s'arrête, en fait. Il n'y a pas forcément de trucs plus complexes que ça. Et donc du coup, ça aide, je pense, vraiment beaucoup de le faire. Mais voilà, gardez à l'esprit que commencer simple, je pense, là aussi, fera de vous de meilleurs joueurs. J'embraye encore une fois sur de l'enfonçage de porte ouverte, mais je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler. Aussi parce que peut-être on fera une deuxième tactica plus fine, on n'en sait rien. Mais l'idée, c'est quand même de se réapproprier ces sujets-là. Et du coup, l'idée, c'était de jouer ce qu'on voulait. Parce qu'en fait, on a une déformation professionnelle ou un peu personnel, c'est que les médias, depuis la V8, les médias hobby, V8, V9, maintenant V10, et puis bien sûr les nouvelles éditions d'AOS, ils ont explosé. Et du coup, à l'époque, ces médias, ils commençaient, et ils disaient souvent, contrairement à d'autres gens, ils avaient un peu ce bagou, cette culture du game design, et ils disaient aux gens, ça c'est une unité, elle est mal écrite. Et Games Workshop sortait un petit peu de 4-5 éditions où finalement le côté écriture, game design, c'était très secondaire. On s'en branlait, quoi, tu vois. Très, très secondaire. L'idée, parfois, c'était même très complexe. Moi, je sais que j'ai des souvenirs d'éditions très savoureuses, mais en fait, quand on regarde la façon dont les règles étaient écrites, c'était jamais consistant, c'était un petit peu emmerdant de trouver l'info, des fois ça se mélangeait avec du fluff, c'est pas hyper bien fait. Les gens ont une nostalgie de tout ça, mais je pense qu'on est arrivé à un équilibre qui est peut-être meilleur que ce qu'on avait à l'époque. Ou parfois, t'avais un paragraphe pour t'expliquer que le perso, il avait une 1/5+, tu vois. Et toi, t'es en mode, bah en fait, mettez juste 1/5+, parce que le fluff, à la rigueur, bon, bah on voit sur la figue, on voit dans la description avant. Mais bon, bref, peu importe. Et du coup, j'ai l'impression que les gens, en fait, ont à la fois un peu intégré cette époque-là, s'en rappellent bien parce qu'ils l'ont vécu, comme nous, par exemple, pendant de longues années. Puis après, ils se sont rappelés un peu de la V8 et de ces premiers gars qu'on regardait, type French Wargame Studio, qui nous disaient, bah en fait, cette unité, si vous regardez, cette datasheet, elle a aucun sens parce que, en fait, avec ce malus et tout, l'unité, elle devient poubelle, elle vaut tant de points. Et tu disais, genre, ouais, j'avoue, son raisonnement se tient. Mais j'ai un peu l'impression quand même que ça fait au moins une, voire peut-être même déjà 2 éditions à Warhammer 40 000 où ce genre d'unité vraiment poubelle, vraiment, vous y touchez pas, même avec un bâton. C'est un peu fini, je sais pas ce que t'en penses. Et du coup, j'ai l'impression que je voulais dire qu'il faut jouer ce qu'on veut aussi parce que c'est pas juste une manière d'être un peu un joueur fleur bleue, fluff ou que sais-je. C'est que, en fait, de toute façon, vous pouvez pas faire de mauvais choix. Faire un mauvais choix à l'époque, c'était de dire, ok, bah j'ai pris dans ma liste ces trucs-là. Vous avez pas regardé le game design, vous avez fait confiance à Games Workshop. Manque de peau, ils n'ont pas assez de game designers pour faire les choses bien. Aujourd'hui, ils ont même une équipe, je le disais en intro, entièrement dédiée à la mise à jour. Donc vous pensez bien que même avant, à l'écriture, il y a beaucoup de trucs qui sont playtest et qui sont bien faits. Bien sûr, il y a toujours des trous dans la raquette, bien sûr, il y aura toujours des erreurs, mais c'est humain. Je veux dire, il n'y a aucun jeu qui sort, enfin un jeu, je veux dire, multijoueur, qui sort où il n'y a pas de disparité. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on a gardé en tête cette idée qu'il y avait des unités jouables et des unités injouables, alors que pour moi, il n'y a aucune unité injouable à Warhammer 40 000 à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast. Et je le dis haut et fort, et je pense que je peux trouver une utilité, même aux unités les plus inutiles apparemment, notamment dans des codex où il y en a beaucoup. Et donc c'est sûr que forcément, quand tu as 4 choix de battle line, quand tu es Space Marine par exemple, te dire, ok, je dois jouer celle-là ou celle-là, bon bah tu vas jouer peut-être que la meilleure, celle dont tu entends le plus parler. Mais est-ce que ça veut dire que les autres sont nuls ? Non. Mais c'est peut-être là où moi je trouve le bas du compétitif blesse le plus. C'est-à-dire vraiment, en fait, il nous faut oublier des unités. Ouais. Alors qu'à l'époque c'était limite légitime, il y en avait vraiment qui étaient poubelles et il valait mieux les oublier pour pas passer un mauvais moment sur table. Parce que c'était joué activement contre le fun.
Aujourd'hui, je veux dire, que tu sors du Katachan, du Krieg, du Kadien, je parle de ce dont je parle, ou de l'infanterie squad, t'as droit à 4 battle lines, la différence elle est minime, c'est par rapport à ton choix de jeu, c'est par rapport à ta collecte. Mm. Enfin, je veux dire, en vrai, fais-toi plaisir, on s'en fout quoi. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça, Raph? Ou est-ce qu'il y a encore des unités poubelles selon toi? Non, en fait, il y a des unités poubelles que dans... Il n'y a que des joueurs poubelles, je vais te le dire. Bah, tu dis ça, mais au final, il y a pas longtemps, je regardais un live de Iggy Planet Wargame et la Wargame Room qu'un membre du Discord avait partagé Ouais. et que j'avais loupé, donc je l'ai rattrapé en regardant. Et ils ont un peu cette discussion-là autour de les joueurs poubelles, les mauvais joueurs, Ah ouais, c'est vrai. le mal-jeu. C'est Ah Vincent ouais. de Planet Wargame qui parle du mal-jeu, du sous-entendu. Il n'y a pas de. C'est des personnes qui pratiquent mal le hobby. Genre, ça, Mm. pour lui, c'est un truc. Mm. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le hobby par le bon bout, entre guillemets. Et les gens qui clament à tout bout de champ qu'il y a des datasheets poubelles, pour moi, c'est un peu ça. Alors, sans aller en mode t'es un mauvais joueur ou tu me pratiques mal le hobby, non. Mais par contre, de quelle est ton autorité qui te donne le droit de dire ça c'est de la merde, du coup, limite, retire-le du codex, retire-le de la chaîne de production, en fait, Game Workshop. Ouais. Non, en fait, enfin, s'ils les ont fait, c'est que. En fait, il faut pas oublier que Game Workshop, c'est un fabricant de figurines Mhm. avant d'être un game, enfin, Ouais. un producteur de règles de jeu. Il y a toujours eu cette tension, est-ce qu'on est un producteur de jeux, est-ce qu'on est un producteur de figurines, et au fur et à mesure des éditions, le discours change un petit peu quoi. Mais je suis désolé, quand tu crées des figurines comme les Desolator Space Marine, Oui, euh, c'est un délire de mecs, de sculpteurs. ouais, Enfin, qu'ils aient été forts à leur sortie et qui maintenant ne sont absolument plus joués et qui, là, pour le coup, sont devenus soi-disant une unité poubelle, ouais. bah, je suis désolé, mais quand tu crées ce genre de figue, c'est Après, pas... elle est esthétiquement poubelle, c'est différent. Ouais, mais tu vois, si les mecs chez GW l'ont fait, c'est parce que eux, ils la trouvaient pas justement poubelle. Eux, ils étaient en mode, ah yes, c'est trop délire de faire des gros Space Marines avec des gros lance-roquettes, ah, mort de rire, tu vois. Ouais, il y a une rumeur persistante qui dit que c'est un truc qui aurait dû sortir à l'époque de Dark Imperium, mais que en fait ils avaient dit ouais, ils sont pas ouf. Parce que tu sais, c'était Dark Imperium la mode de Oui. faire. Alors, depuis on a eu les lance-flammes, Oui, mais oui. c'était vraiment une unité, une arme. Et donc, du coup, apparemment, ça a traîné longtemps et c'est sorti un peu en fin de V9 histoire de dire regardez, on a des nouveautés. Mais, pardon, je t'ai interrompu. Mais non, mais tu vois, c'est très... En fait, pour moi, ça, c'est un biais du compétitif qui a pris, je trouve, un peu trop de place aujourd'hui dans la consommation du hobby de manière générale. C'est cette espèce d'autorité suprême des gens qui sont dans le milieu compétitif parce que les plus vocaux, et qui, du coup, vont faire un peu la pluie et le beau temps sur les datasheets en disant... ça, avec la nouvelle mise à jour, bon, bah, Oublié. ça a pris 20 points, c'est injouable, c'est de la merde, Ouais. laisse-le dans ta vitrine. Bah pourquoi en fait? Enfin, Ouais. si jusqu'à présent toi t'as joué cette unité, t'as aimé la jouer, t'as aimé la peindre, tu l'as convertie avec amour, t'adores son fluff ou what mille raisons de hobbyiste, bah de quel droit on te dit sur internet non mais en fait ton choix là c'est de la merde. Mais surtout, ça voudrait nous faire croire que parce qu'une unité augmente ne serait-ce que de 20 points, parce que c'est quand même beaucoup, hein, souvent les équilibrages est plutôt de l'ordre de 10, 5, 15 points. Quoi. Des fois, quand tu as 20 points, ou là j'ai vu avec la dernière datasheet par exemple, tu as des unités comme Gilliman qui ont pris genre 60 points d'un coup, Mais c'est justifié. c'est justifié, mais je veux dire, au-delà de ça, c'est-à-dire que 60 points, ça commence à être important. Oui, ça fait beaucoup. Alors, mais je veux dire, mais surtout sur des unités que tu as en plusieurs fois. Après, sinon, 10, 20 points, c'est souvent pour briser, enlever une unité à force, mais pour les gens qui les jouent par 3, par trois, par bien 4, sûr. par 6, quand ils peuvent. Et en fait, c'est pas parce qu'une unité prend 20 points qu'elle doit forcément sortir des tables de jeu et retourner à la mallette ou à la vitrine. C'est un petit peu triste de penser comme ça. Et c'est effectivement, je pense, un des torts de cette approche-là, où en fait, ils prennent pas les choses comme elles sont, ils prennent les choses un peu comme elles devraient être. Et donc, cette unité, elle devrait être à peu près tant de points par rapport à ce qu'elle fait. C'est possible, des fois, de se dire, ouais, effectivement, par exemple, elle est surcotée ou elle est sous-cotée par rapport à ce qu'elle fait. Peut-être qu'il y a aussi des fois une logique de dire, bah en fait, cette unité-là, elle fait pas grand-chose, ou spontanément, on va en reparler des unités qui paient pas mine, mais en fait, avec tel rôle, elle a un sens, et dans telle liste, elle peut avoir un sens. C'est juste qu'en fait, les cas de figure sont trop nombreux, et même les plus doués des chaînes compétitives, et j'en suis aux US, au UK, en France, ils peuvent pas faire le tour des possibilités, c'est pas possible. Même aujourd'hui avec les limitations de la V10 et le fait qu'on ait moins de détachement, moins de possibilités, ça reste encore trop pour un seul cerveau ou même plusieurs cerveaux. En vrai, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit apparaître des fois des listes avec des combos improbables auxquels personne n'avait vraiment pensé. Alors après, aujourd'hui, comme tu le disais, bah, Internet, et du coup le combo, tout le monde le joue en 2 jours, quoi. Mais
raison de plus finalement pour pas se dire ok il y a des unités must parce que finalement comment dire, ce conseil de Tactica de jouer ce que vous voulez c'est aussi vous dire bah il n'y a pas d'unité qu'il faut absolument mettre et il n'y a pas d'unité qu'il faut ne pas mettre et vraiment le temps me donne raison sur cette V10 parce que je sais que par exemple j'avais pas de Leontus et je jouais juste mes putains de tank commander qui pouvaient pas se donner des ordres et je les jouais et c'était chiant parce que je payais des points et tout le monde me disait mais il faut Leontus, il faut Leontus, il faut Leontus. Et maintenant ça s'est inversé, c'est-à-dire que tout le monde a mis Leontus au placard parce qu'il y a 2 pauvres nerfs et il a pris 20 points, alors qu'en fait pour moi il est toujours relativement bien. Et les Tech Commanders sont revenus parce qu'ils peuvent se donner des ordres. Donc là c'est très fort aussi, mais donc du coup ils ont augmenté en points. Donc au final il y a un truc où on se rend compte que c'est pas les points qui font. C'est un petit peu qu'est-ce que les joueurs aiment faire avec telle ou telle unité. Et des fois c'est juste que la plupart des joueurs ont loupé ce qu'il était possible de faire avec cette unité-là. Typiquement, je reprends mon exemple des catachans dans une chimère qui donne scout à un transport, donc qui un peu s'envole et swarm la map en mécanisé, dans une méta où enfin, je dis méta, faut pas prendre peur, mais c'est-à-dire dans des parties où c'est vrai qu'à 40 000, aujourd'hui, on met plus de véhicules et c'est sympa, bah c'est vrai que vous pouvez commencer à spammer du blindage un peu partout, ça peut faire peur à votre adversaire, ça peut être intéressant à jouer. Au départ, tout le monde s'en foutait, quoi. Enfin, vraiment, personne ne parlait de ce combo. Et d'un coup, c'est devenu le nouveau cool. Et là, Games Workshop se dit ok, il y a un peu trop de joueurs garde, ils ont un peu trop tous ce combo, on va changer. Mais du coup, pareil, hein, les catachans et les chimères, ils ont pris des points. Ouais, frère, une chimère, c'est 80 points, quoi. Enfin, je veux dire, à moins d'en jouer 6 dans ta liste, ça pèse pas grand chose, quoi, de prendre 10 points. Et même là, alors après, dans la garde, t'as des unités pas chères. Mais par exemple, quand les Space Marines prennent 10 points, je suis en mode bah. En Space Marine, avec 10 points, t'as pas grand chose, Ouais. donc ça change pas grand chose. C'est sûr. Mais pour moi, en plus, cette approche, elle entraîne un biais, je trouve, euh, chez les joueurs comme nous et les joueurs avec qui on a l'habitude de jouer, et globalement les joueurs plus casus. Ce sont des joueurs réguliers mais casus, ouais. C'est ça. C'est que, en fait, à force de s'entendre répéter cette unité elle est nulle, cette unité elle est nulle, cette unité elle est nulle, et ben instinctivement, quand certaines personnes vont faire leur liste, ils vont avoir cette petite musique en tête, tu vois, de se dire ah mais ça je ne vais pas le prendre, c'est nul en fait. Ouais. Et du coup, tu vas tout de suite l'exclure de ta liste. Et là, je parle vraiment de gens et même de gens que je connais pas forcément, mais dont je vois les discussions sur les forums, des choses comme ça, sur Reddit, n'importe, qui demandent vraiment des conseils de manière très novice parfois, tu vois, et littéralement, les premières réponses qui se prend, c'est alors tu dois acheter ça, mais par contre, si t'as acheté la boîte de base, bah jette tout de suite ça, parce qu'en fait, ça c'est de la merde. Et en fait, je trouve ça horrible parce que même moi, maintenant, des fois, je suis obligé de me réguler et de me dire attends, là, est-ce que quand tu montes ta liste, t'as pas un réflexe de débile de te dire ah ouais, mais je vais pas prendre le prince démon à pied parce que ils ont dit que de toute façon c'était nul pour 165 points, il fait rien et tout. Ouais, mais regarde, la dernière fois que tu l'as joué contre les Space Marines de Papa Ghoul, tu lui as balayé des Terminators par volée parce qu'en fait, rappelle-toi, il met du dégât 2, voire du dégât 3 et tout, et qu'en fait, dans tel match-up, bah c'est une super unité. Exactement. Et du coup tu te dis ah ouais bah ouais en fait il faut que j'arrête de me dire non c'est nul, le prends pas. Bah surtout que en fait c'est là où je voulais en venir quand je disais qu'il n'y a pas forcément d'unité auto-include, donc c'est à dire que vous allez mettre à chaque fois ou même d'unité poubelle, c'est à dire que maintenant le niveau d'écriture global il a tellement augmenté en bien que vous pouvez pas vraiment vous planter. Vous pouvez pas vous planter, surtout si vous avez, j'embraye sur mon conseil suivant, un rôle pour chacun et chacune de ces unités. Ça fonctionne un petit peu en complément de ce qu'on vient de dire, et d'ailleurs Raph t'embrayait un petit peu sur l'idée avec l'exemple du Prince Démon, pardon, mais c'est vrai que il faut penser à ce qu'on fait de ces unités, et pour cela il faut regarder effectivement les armes, tu parlais du dégât 2, il faut regarder les aptitudes, les mots-clés. C'est pas toujours un rôle précis que j'ai en tête. Vous êtes pas forcément, vous jouez pas forcément en mode casu pour être un mastermind du jeu, mais juste vous dire, ok, stratégiquement, qu'est-ce que je vais faire avec cette unité ? Est-ce qu'elle est là pour faire du scoring sur un objectif ? Est-ce qu'elle est là pour aller faire les cartes que je vais tirer chaque tour ? Est-ce qu'elle est là pour faire de l'attrition ? Est-ce qu'elle est là peut-être pour bloquer les lignes ennemies ? Est-ce que c'est juste pour occuper les canons de l'ennemi ? C'est vraiment de la chair à canon littéralement. En vrai, ça c'est un truc que j'avais pas trop tendance à faire jusqu'à encore récemment, ce qui peut paraître bizarre parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience dans le hobby et tout, mais j'avais généralement plus une espèce de stratégie de liste, mais pas unité par unité. Ouais. Or je me rends compte que le jeu que je préfère jouer et qui joue très bien notamment avec la garde impériale, c'est le secondaire, parce que quand on a beaucoup d'unités et pour pas cher, on peut faire beaucoup de secondaires, on peut aussi faire pas mal de primaires parce qu'on occupe bien la map et tout, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien jouer cette armée.
parce qu'on a plus d'outils dans notre caisse, et c'est quand même souvent des armées qui sont plus agréables à jouer que des unités, enfin voilà, des armées où tu as 3-4 unités, bah, très vite c'est polarisant si tu en perds une, etc. Et c'est handicapant. Mais pour fermer la parenthèse sur la garde spécifiquement par rapport à d'autres armées, c'est vrai qu'avoir un rôle pour chaque unité, je le faisais moins qu'un rôle global de la liste. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un peu abandonné l'idée de faire une liste un peu globale, mais de me dire, ok, dans ma liste globale, je sais que j'ai envie d'avoir des véhicules pour l'attrition, ce qui est souvent le cas en garde, des bonhommes avec des bottes pour occuper l'objectif, et après, des gars qui bougent bien pour faire des secondaires. Et en fait, du coup, je me base pas sur des listes dont on a parlé, de tournois, etc., mais c'est plus une sorte d'équilibre interne que j'essaie d'opérer. Et après, quand cet équilibre comment dire, opère, bah généralement je dis bah ouais en fait ces Kazurkin là, bon bah par rapport à Raph, par rapport à quelqu'un d'autre, ah, ça va être ça leur rôle, tu vois, dans ce match-up, etc. Et c'est vrai que des fois on peut avoir des surprises. Enfin limite il faut s'autoriser de le faire. Oui, oui, oui. Et donner des rôles comme ça en avance, c'est aussi peut-être je pense à être moins déçu des performances intrinsèques d'une unité. Parce qu'en fait des fois, et ça c'est peut-être un héritage du vieux Warhammer, qui était très porté sur l'attrition. Il y a toujours eu des objectifs, des scénarios, etc. Mais même à l'époque, je me souviens quand moi je jouais en V4 ou en V5, on arrivait dans un coq, on rebondissait, on se disait mais en fait cette unité elle est éclatée parce que le fun de Warhammer à cet âge-là, et vu la profondeur du jeu à l'époque, c'était plutôt de jeter des dés. Se taper quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand ça marchait pas, c'était frustrant. Mais en fait aujourd'hui, je me rends compte, après aussi, ce qu'il y a la maturité de joueur, je pense qu'il joue là-dedans, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de se dire ok, bah cette unité-là, je l'ai prise pour faire ça. Bah en fait ça a marché ou ça a pas marché. Donc un exemple récent, j'avais joué contre Raphaël, du coup mes cavaliers d'Attila. Oui. Je suis très content de ce que j'en ai fait, je les adore visuellement, c'est un cadeau de mes frères, j'ai passé bien trop de temps en début d'année pour les peindre. Je me dis allez c'est bon, je les sors, c'est une unité qu'on voit très peu, elle fait très peu de choses, elle fait très peu de dégâts, et de toute façon le build corps à corps quand t'es un garde impérial, c'est quand même relativement compliqué, encore plus quand tu joues contre un joueur Death Guard. Mais je me dis, ouais, on m'avait dit que ça peut faire des petites apparitions sympas pour, façon Rohan, sauver une unité, contrer une autre et tout. Bon, j'ai complètement rebondi sur tes Terminator, des Terminator de Rouillard, ouais. Donc basique, pas des gros Death Shroud, mais quand même. Mais voilà, mais quand même, bon, il reste. Mais tu vois, typiquement, c'est une unité où on peut se dire, bon, bah, c'est du Terminator de base, mais on oublie que bah, les règles de la Death Guard, on regarde un petit peu les stats des différentes armes, on fait, ah ouais, facilement, t'as une PA pas dégueu, t'as des dégâts pas dégueux, bon, bah, en du 3 en face, voire en du 2, quand t'as la contagion, tu t'envoles. Bon, là, en l'occurrence, c'est en du 4 parce que quand il y a le cheval, on a le droit d'avoir une endure en plus. Yes. Mais typiquement, le rôle pour lequel les gens ont tendance à dire de les jouer, ça n'a pas marché. Mais je me suis pas dit, ok, l'unité elle est nulle. Je me suis dit, ouais, mais en fait, là j'ai peut-être aussi été chercher un peu plus gros que j'aurais dû. Peut-être qu'avec juste des plagues marines, ou peut-être avec du marine normal, qui Oui, a pas ou, cette ou contagion, une machine démon. ou une machine démon, ça aurait été. Et après, je me suis aussi dit, attends, mais en fait, du coup, je l'ai impacté. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un corps à corps qu'il a pas fait ce tour-là, tu vois, contre une autre unité. Donc du coup, tu vois, à 60 points l'unité, peut-être qu'elle était pas terrible sur le côté cinématique de la chose. Et en même temps, à quel moment un cheval renverse un Terminator qui est vieux de l'hérésie d'Horus, tu vois, genre ça serait pas très très fluff. Éventuellement, t'arrives à placer une lance fragmentation, tu vois, dans le casque d'un Terminator, ce qui est à peu près ce qui s'est passé. Oui, et au final, l'affrontement, il était legit, tu vois, super sympa, apparition de la cavalerie, je te bloque ta charge. Bon, je les ai pas bloqués longtemps, hein, les mecs, hein, ils s'en sont débarrassés en même pas un tour. Mais bah, du coup, je me suis dit, ouais, mais du coup, j'ai un peu générave dans mes mouvements. Est-ce que ça va aller 60 points? Je sais pas, parce que je vais pas faire l'analyse non plus méta, super compliqué, post-partie et tout. Mais je me suis dit, en fait, j'ai testé un rôle, tu vois. Est-ce que dans ce rôle-là, ça marchait? Bah, bof. Peut-être qu'en fait, dans un rôle ils sont là sur la map et ils vont faire des objectifs secondaires, plutôt que de faire de la frappe en profondeur, qui est un petit peu gêné par ah ouais, si Raph met bien ses lignes, je peux pas frapper en profondeur. Alors que là, les cavaliers, ils passent entre guillemets, à part à travers les ruines, ils passent un peu partout, ils se déplacent bien. C'est peut-être plus comme ça qu'il faut la jouer. Ouais. Mais ça, on peut pas vraiment le savoir en regardant une liste. On peut le savoir quand on a une idée avec cette unité. Et des fois, on peut avoir même plusieurs idées avec la même unité, quoi. Ouais. Et notamment, les bonnes unités, elles peuvent être jouées de plusieurs manières différentes. Je sais pas si toi, tu vois ce que je veux dire avec cette règle-là. Si, mais d'ailleurs, en fait, quand tu dis avoir un rôle pour chaque unité que vous prenez,
c'est aussi en fonction dans votre list building de votre adversaire. Si vous avez l'habitude d'affronter les mêmes adversaires qui utilisent les mêmes armées, pas forcément les mêmes unités, hein, mais les mêmes armées, et que du coup, bah, en fait, vous savez que si vous jouez contre machin qui a des Dark Angel et qui aime bien jouer des Terminators de la Deathwing parce qu'il adore ça, bon, bah en fait, vous dites. Typiquement, si tu reprends ton exemple de cavalier, tu dis bon, là je vais jouer contre machin que c'est ça Deathwing. Bon, mes cavaliers, si je les envoie dans un pack de 5 Terminator Deathwing, globalement, il y a très peu de chances qu'ils fassent quelque chose. Mais par contre, un Deathwing, ça bouge de pas beaucoup, c'est lent. Moi, mes cavaliers, ils bougent de quoi à 10. Voilà, 12. Ouais. Donc tu te dis bon, bah, en fait, globalement, si je prends les cavaliers, ben, je les fais popper en réserve. Et ils vont aller traverser le champ de bataille pour aller faire un secondaire ou pour se poser sur un objectif. Et comme ça, quand l'adversaire essaiera de le reprendre en s'approchant, bah, je pourrais le charger avant qu'il s'en approche et au moins le délai. Ouais, Tu c'est vois. ça. Enfin, et typiquement, bah voilà, c'est des unités que vous auriez pas forcément pris parce que nanana. Bah en fait, si vous arrivez à leur trouver un rôle dans votre liste d'armées, c'est super. Et c'est ça qu'il faut faire. Et surtout que ces rôles-là, il n'y a pas besoin d'être un putain de De génie. de Enfin, génie, oui, quoi. oui, Il faut clairement. juste réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire avec les unités qu'on prend. Et d'ailleurs, j'en profite parce que des fois, dans les chaînes, je vise personne, mais dans ces chaînes compétitives, ou plus orientées, inspirées par la méta, qui vont inviter des joueurs et tout, bah, ils vont dire ouais, suivre la méta, c'est pas forcément jouer compétitif, c'est vouloir jouer équilibré, réfléchir à ce qu'on met dans sa liste. Oui, mais en fait, ce que vous montrez ne le reflète pas. Oui. C'est-à-dire que la philosophie, je suis d'accord, mais du coup, vu que vous enterrez certaines unités en 2 secondes et que vous parlez 20 minutes des trucs pétés, vous créez une espèce de disparité qui fait qu'il y a des unités un peu, c'est les élus, et il y en a d'autres, il faut les réduire, faut les enfermer, quoi. Mm. Et du coup, moi, j'ai un peu tendance à me dire, non, en fait, il faudrait presque se chronométrer, et en 10 minutes ou en 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire avec cette unité ou pas, tu vois. Mm. Et à tester, tu vois, en mode, parce que pareil, moi je prétends pas avoir la science infuse et je pense que eux non plus. Mais c'est vrai que des fois on a des bonnes surprises. Et des fois on a aussi des mauvaises surprises parce que les gens disent, bah ouais, cette unité là elle est trop bien pour faire tel truc. Et en fait, contre un match-up, typiquement pour vous qui êtes casu, vous allez souvent jouer contre un, voire plusieurs, enfin voilà, quelques joueurs, mais c'est un pool assez réduit de Mm. gens, de factions et tout. Donc, si vous tournez pas un petit peu aussi dans vos listes, au bout d'un moment, je veux dire, j'affronte Raphaël au moins une fois par mois, peut-être un peu plus des fois quand on a la chance. Voilà, ces derniers temps, ça a été un petit peu réduit à peau de chagrin. Mais disons qu'en fait, il me l'a fait rarement à l'envers, sauf s'il ramène une nouvelle unité. Et après, des fois, je sais aussi que bah, du coup, les conseils que j'entends par rapport à telle liste ou telle unité, ils sont valables aussi quand des gens n'ont pas l'habitude de jouer DevGuard. Parce que s'ils avaient l'habitude, ils ne diraient pas ça. C'est Et ça. donc, en fait, il faut toujours se rappeler que même si vous le tenez en haute autorité d'une chaîne, etc., en fait, tout est aussi une question de quel rôle par rapport à quelle situation. Et en fait, pour moi, c'est ça l'essence d'un wargame. C'est pas forcément aller chercher l'équilibrage, aller chercher écraser l'autre au score ou à l'attrition. C'est plutôt de se dire, avec les ressources que j'ai à disposition, c'est-à-dire quand je commence ma liste, quand j'arrive au tour 5 et qu'il reste plus grand chose, quand je regarde mes cartes, etc., qu'est-ce que j'arrive à faire ou non. Et en fait, depuis que je le prends un petit peu comme ça, je trouve que c'est des games plus intéressantes. Mm. Parce que ça veut dire que même quand t'as pas grand chose, bah, tu te bats pour avoir un peu plus de score, un peu plus de machin. Et ça fait même des games où on voit, nous, dans notre expérience personnelle, à tous les deux, que les games sont de plus en plus serrées, elles Ouais. sont de plus en plus longues, mais pas parce que on est dans le donatachisme, mais parce qu'on essaye, tu vois, de pousser le truc. Et ça, c'est un truc qui vient assez naturellement, et j'ai pas l'impression qu'on soit forcé. C'est juste qu'on s'est dit, toi comme moi, on avait des unités où, en début de V10, les gens ont dit, enfin limite, toi, même ta faction, ils ont dit, elle est pas jouable. Ouais, et puis en plus, moi, ce que j'avais dans ma faction, c'était les trucs les moins bons, entre Ouais, guillemets, c'est de ça. l'index. Ouais, Donc, t'étais doublement sanctionné, et moi c'est pareil, les gens disaient il faut jouer la garde avec l'artillerie, et j'en avais très peu. Et en fait, au final, on n'a pas fait comme tout le monde, et on a juste dit qu'est-ce que je fais avec les unités qui sont là. Et c'est vrai que des fois, on constate, et ça me fait marrer parce que typiquement, Games Workshop récemment, en termes de points, en termes d'équilibrage, ils ont beaucoup tapé sur la ligne de vue indirecte, enfin Ouais. le fait de pouvoir tirer sans voir l'ennemi, ce qui est logique parce que c'est pas très fun, même si pour certaines factions comme la garde justement, bah, il y a beaucoup d'artillerie donc ça fait un peu chier. Mais du coup, ils ont un peu nerfé ça. Et en fait, les gens se disent mais en fait, attends, bah, mon Ticor et mon Basilic, en fait, je peux le faire sortir de la ruine et tenter un tir. Et en fait, si le mec il est atomisé en face, il riposte pas. Alors, oui, c'est pas fait pour ça à la base, parce que du coup, le principe du tir indirect, c'est que tu peux rester planqué. Mais en soi, il y a plein d'unités où tu te dis, bah, en fait, c'est un char lance-missile, mais on est à Warhammer 40 000. Le char lance-missile, il tire pas en cloche, il tire en tout droit Bah, sur c'est ça. l'adversaire. Et c'est où il entre a des guillemets- servants de char, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est un peu rigolo de se dire que bah, les gens, ils ont vu un mot-clé, ils sont arrêtés au mot-clé.
Tu vois, indirect, bah ouais, c'est sûr que tu joues pas forcément avec tous les avantages, mais typiquement, quand tu tires en indirect, tu tires moins bien. Donc en fait, tu regagnes des trucs. Et t'as un peu l'impression que des fois, les gens redécouvrent l'eau tiède, tu vois, en mode genre, waouh, c'est fou, en fait. Et t'es en mode, bah non, fallait juste le tester. Et typiquement, si le rôle de tes basiliques, c'est de ralentir une unité, mais pas forcément de l'atomiser, bah en fait, tant pis. Potentiellement, oui, tu t'exposes, mais si dès que tu touches les rouillards de Raph, Mm. bah, que tu les touches derrière une win ou pas, ils vont être ralentis. Donc tout est une question de rôle que tu donnes au préalable. Tout à fait. Ce qui nous amène à notre prochain conseil, et qui fait un peu écho à ce qu'on vient de se dire sur le rôle de spécialisation, qui est ne pas négliger les underdogs. Et ce qu'on entend, ce qu'on appelle par underdog, c'est les trucs, les datasheets sous-estimés ou qui sont justement mauvais, euh, dans le sens où, et là on revient un peu parler de ce spectre compétitif versus casu, qui est l'éternel débat, mais il faut aussi vous dire que quand vous regardez des analyses méta, des analyses de codex, des codex review, tout ce que vous voulez, comme ça s'appelle, des tactica ou que sais-je, c'est toujours fait à travers, enfin c'est pas toujours, mais 90% du temps fait à travers ce fameux prisme méta compétitif. Et du coup, quand pour ces personnes, une unité est mauvaise, c'est dans le cadre compétitif. Ouais. Si on le replace dans un cadre garage casual, c'est pas du tout le même son de cloche. Ouais. Par exemple, si les Terminator Death Guard dont on parlait tout à l'heure, Terminator Rouillark du coup, d'un point de vue compétitif, c'est à ce qui paraît, c'est nul à chier. Ok, très bien. Moi j'en ai 10, Ouais. c'est super. Ouais, les gens ont commencé à s'y intéresser parce qu'ils baissaient en points C'est ça. à chaque Mais liste. même là, je sais plus combien, c'est genre les moins chers des Terminator Ouais. et c'est toujours apparemment à chier. Pour autant, Parce que les autres Terminators sont bien mieux. vraiment goldés. Voilà. Pour autant, quand je joue contre toi, quand je joue contre Thomas et Sénécron par exemple, ou c'est Space Marine du Chaos, ou contre d'autres joueurs, et ben à chaque fois, ils ont fait des trucs incroyables sur la table. À chaque fois, ils ont tanké comme pas possible, donc absorbé des PV. Ils ont fait beaucoup de morts en face. Ils ont tenu un objectif. Enfin, à chaque fois, ils ont fait un truc cool. Franchement, à chaque partie, je peux comptabiliser toutes les actions faites par mes unités, etc. Et à chaque fois, dans mes, entre guillemets, meilleures unités de la partie, c'est-à-dire les unités qui m'ont le plus servi à faire des trucs, et ben il y a tout le temps les Terminators. Ouais. Et C'est clair. typiquement, Je m'en souviens. et voilà, et ce genre d'unité, nous on a appelé Underdog, c'est vraiment, faut pas vous arrêter du tout à des retours qui vous disent ouais, cette unité elle est nulle parce qu'elle fait rien, ou parce que ce qu'elle fait elle le fait pas bien, ou pas assez bien, ou machin. C'est sûr que dans chaque codex, dans chaque index, il y a cette unité qui va être une surprise dans votre prochaine partie. Et franchement, moi, c'est un conseil là qu'on vous donne et qui est un peu peut-être C'est un galvaudé. conseil que je te donne, c'est flagrant. un des conseils que je te donne. C'est, franchement, si là, vous avez une partie de prévue là dans les prochains temps et que vous avez comme ça une unité que vous n'avez pas utilisée depuis, je sais pas, 5-6 games, voire plus, parce que vous avez écouté des conseils de gens qui vous ont dit non, mais ça le joue pas, c'est de la merde et tout, machin. Franchement, faites le test de l'inclure dans votre prochaine liste. Et Ouais. franchement, juste comme ça, Regardez ce que ça regardez fait. ce que ça fait vraiment. Genre, faites une partie entière avec avant de dire ouais, c'est de la merde et je la jouerai plus jamais, tu vois. Mhm. Non, franchement, typiquement, je reprends encore un autre exemple que je connais bien, les intercesseurs Vanilla Space Marine. Donc avant la data slate d'aujourd'hui qui les a rendus très intéressants. Ouais. Si Puisque... vous n'êtes pas au courant, la data slate de décembre, pour la faire très vite, essaie de rendre quand même les Space Marines un peu plus burnés. En gros, les bolters ont pris de la PA, les couteaux ont pris de la PA. Ils tankent moins, enfin les Space Marines tankent un peu moins qu'avant avec leur fameuse armure du mépris. Du mépris, ouais. Mais du coup, ils ont essayé de rendre ça un peu plus cinématique aussi. On a l'impression que les Space Marines de base vont quand même avoir du répondant au tir et vont avoir du répondant au corps à corps.
Mais je reviendrai dessus après, mais je te laisse dérouler. Yes, et du coup, bah, typiquement, donc, comme tu le disais un peu plus tôt dans le podcast, mais les Space Marines, ils ont le luxe d'avoir 4 battle lines différentes, donc c'est comme la garde imp, c'est goldé, c'est littéralement, tu peux faire ton marché. Ouais. Il faut savoir que les intercesseurs de base, qui sont quand même, pour moi maintenant, aujourd'hui, à l'ère du Space Marine Primaris, bah, c'est le Space Marine tactique par excellence. C'est même l'image de Warhammer 40 C'est 000 ça. au final. Et ben, c'était les moins joués des battle lines. Alors que, en fait, moi j'ai joué pour l'instant mes Space Marines qu'une fois contre toi. Et je joue Howling Griffon, donc je joue Codex, enfin chapitre Codex. Donc moi j'ai 15 intercesseurs. J'ai commencé l'armée, j'ai dit, ouais, moi je veux 3 x 5 intercesseurs parce que c'est stylé et tout. Et en fait, je les ai joués, et le fait qu'ils aient objectif sécurisé, c'était trop bien. Parce que quand vous avez joué Space Marine, alors j'ai l'habitude de la Death Guard où tout est objectif sécurisé, donc c'est super, mais en fait, quand vous avez une armée qui n'a pas objectif sécurisé sur toute l'armée, comme toi avec ta garde impériale par exemple, et que tu te rends compte qu'il faut laisser des gugus sur les objectifs pour les garder, et bah du coup c'est très dur de en plus te projeter. Mais du coup, quand vos intercesseurs, c'est-à-dire vos gus de base, ils ont objectif sécurisé, et que vous en jouez 2 x 5, et qu'ils se déplacent quand même de 6 par tour, etc., bah franchement, ça va tellement vite de... Ok, j'avance, je vais sur les objets, je les prends, je les capture, et après je peux envoyer mes intercesseurs, tirer sur des trucs et tout, machin, et continuer à dérouler mon plan de jeu au fur et à mesure des objectifs que je vais piocher, tout ça. Alors que si j'avais pris des intercesseurs d'assaut ou des intercesseurs lourds, typiquement, je les aurais joués sûrement différemment, et j'aurais été obligé de les laisser sur les objectifs. Et du coup, ils n'auraient rempli qu'un rôle de garde-fou sur objectif, tu vois. Sachant que la beauté des intercesseurs aussi, si je dis pas de bêtises, c'est que maintenant leurs bolters, ils ont le mot-clé assaut et lourd. Oui. Et donc, enfin, ils l'ont toujours eu depuis la V10 en tout cas. Pour finalement, ils ont cumulé tous les bonus que pouvaient avoir les différentes variantes de bolters qui n'existent plus. Mais pour représenter l'adaptabilité des Space Marines, je trouve ça super bien. Avoir assaut, ça vous permet d'advance, donc de sprinter et de tirer. Avoir lourd, ça fait que quand vous restez statique, vous avez un bonus. Et donc il me semble qu'ils ont les deux. Et en tout cas, l'adaptabilité, en soi, elle n'est pas exceptionnelle. Mais ça fait partie un peu de ces unités ou de ces avantages que les gens vont pas forcément voir. Parce que tu te dis, ouais, ok, c'est 2 bonnes règles. Mais c'est 2 bonnes règles sur un tir de bolter. Mais en fait, tu fais un peu les comptes à la fin et tu dis, oui, mais qui a une battle line qui a une sauvegarde à 3, 2 PV, obsèque, et qui, quand elle a besoin de bouger bien pour faire un secondaire, elle a advance et elle peut quand même tirer, et quand elle bouge pas, elle tire mieux que les autres. En fait, en vrai, t'as une espèce de confort qui est un petit peu... qui finit par ne plus être remarqué par les gens, parce que les gens cherchent pas forcément l'adaptabilité, elle est pas aussi sexy que l'attrition pure. On va en reparler de cette logique d'attrition, mais et moi je trouve que c'est dommage, parce que limite, là, cette datasheet, encore plus maintenant, elle représente parfaitement ce que devraient être les Space Marines pour moi. Et d'un autre côté, c'est paradoxal ce que je vais bien vous dire, mais accrochez-vous, c'est que cette espèce de buff un peu récurrent, au moins une fois par édition des Space Marines, il est assez marrant parce qu'on sent que les Space Marines, ça devrait pas être la norme de ce qui est une statistique dans le jeu, parce que ce sont des surhumains. Mais factuellement, c'est c'est l'armée, sous toutes ses formes, qui est la plus représentée, la plus vendue, etc. Donc si elle va pas bien d'un point de vue jeu, bah, y a beaucoup de gens qui vont se délaisser du jeu. Donc il est important qu'elle ait de temps en temps des espèces de coups d'éclat ou des buffs. Ils ont trouvé des trucs en V9 et ils retrouvent des trucs en V10. Et du coup, je trouve ça marrant parce qu'on sent vraiment que, à mon sens, d'un point de vue game design, ils courent après ce que devrait vraiment être les Space Marines, une armée d'élite. Mais ce qu'elle ne sera jamais, parce qu'il faut que les gens achètent du kit Space Marine, il ne faut pas que ça devienne du Custodes non plus. Donc du coup, il y a des petits buffs comme ça. Ou alors, je pense que finalement un entre-deux qui est intéressant, c'est de jouer sur l'adaptabilité et de dire aux gens, ok, c'est pas méga sexy, mais puisque tu peux tout faire en fait, puisque tu fais tout bien, tu fais rien très bien, mais tu fais tout bien, c'est hyper confort et aussi pour apprendre à progresser dans le jeu. Et ça, je trouve ça incroyable. Et même en jouant contre toi, bah, j'ai un peu hallu quoi. Je me suis dit, ah ouais, non mais attends, t'as obsèque, tu fais ci, ah ouais, alors là, t'advance, ah ouais, d'accord, en fait, bon bah ouais, moi j'ai pas d'unité qui fait tout. Alors certes, mes Cadiens ils valent 65 points, c'est pas le même tarot non plus, mais les Space Marines sont pas aujourd'hui si chers que t'as l'impression que tu payes le double pour un peu plus de capacité. Non, c'est quand même super cool. Donc je pense que ne pas, comment dirais-je, sous-estimer les underdogs, c'est aussi se dire, c'est datasheet que les gens ne voient plus. C'est un peu... tu vois, ces amants que tu as depuis 15 ans, et en fait, tu les regardes plus, mais en fait, non, ils ont des choses à offrir et ils ont des choses à faire. Et des fois aussi, c'est juste une question de
de qu'est-ce qui peut vraiment être multiplié aussi. Je pense par exemple que les gens s'excitent pas de ouf sur par exemple les Kriegers, tu vois. Bah ok, c'est une autre battle line, tu joues des mecs dans un style Première Guerre mondiale plutôt que des Cadiens. Je m'en bats les couilles, pour moi c'est un garde et un garde, pour quelqu'un qui joue pas, tu vois, ou qui connaît pas cette faction. Mais en fait, quand tu regardes que la règle des gardes de Krieg, c'est que dès qu'ils perdent un Gugus, ils tirent mieux, et s'ils en ont perdu plus de la moitié, ils tirent mieux et ils blessent mieux, bah en fait, ça t'incite à perdre des unités, ce qui est jamais forcément enfin de perdre des bonhommes, ce qui est jamais forcément un truc que tu as envie de faire. Mais en gros, le plus un touche, dès que tu perds un Gugus, ouais, plus les ordres, c'est quand même très vite, t'as des Gugus qui tirent sur 2+, avec des fusils laser, ça fait pas peur. Mais potentiellement, si t'as beaucoup de pelotons de Krieg qui sont répartis sur la map, ça peut surprendre. Ouais, Alors, puis avec touche fatale sur l'infanterie, etc. exactement, donc en fait, voilà, c'est un côté, si de base tu pars avec un truc qui est pas méga sexy, mais qu'en fait 3 trucs pas méga sexy font un truc finalement plutôt pas Bah mal, quoi. ouais, complètement. Et qui est d'autant plus intéressant à jouer que les gens vont pas forcément s'y attarder. Moi je sors 3 les russes sur la table, les gens ils veulent gérer ça. Jamais ils vont gérer 60, même 60 Krieger, ça va pas leur faire peur. Alors que potentiellement ça va faire un volume d'attrition qui est non négligeable. Pas autant qu'un Lehman russe, on s'entend. Mais c'est intéressant de cette logique d'underdog. Et qui, je pense maintenant, est limite encouragée par Games parce que vraiment, ils descendent des fois des unités à un prix où il serait criminel de ne pas les jouer. Et typiquement, quand tu vois les rouillards à 170 points, je crois, les 5, t'es en mode ok, t'as du Terminator à si peu de points, ils ont les règles d'armée, des trucs qui vont bien, ils ont des armes Ils spéciales ont qui du sont 6, un puissantes et V4+, tout. etc. Tu dis 3 ouais, en PV. fait, enfin, genre ok, d'accord, les Terminators du linceul, ils tabassent, ils sont stylés, ils servent bien de garde du corps, ils ont tout pour plaire. Mais les Gus à côté, ils étaient pas nuls. Et en plus, ils sont encore moins chers qu'avant. Bah oui, Donc oui. en fait, ouais, cette logique d'underdog, elle est intéressante. Et je pense que, quitte à s'inspirer du jeu vidéo, moi, c'est peut-être ça que je trouve le plus intéressant dans les jeux vidéo compétitifs. C'est pas tellement quand on casse ton perso, ça fait jamais plaisir, mais quand on dit, tu vois ce perso-là, bah en fait, on l'a rework, et là, t'es obligé de le jouer. Là franchement, ça Ouais. serait criminel que t'essayes pas, tu vois. Et donc, en fait, là, c'est un peu ce que je trouve, on retrouve de plus en plus avec Games, avec cette équipe en V10 sur Warhammer 40 000. Et certes, c'est chiant, parce que ça veut dire que ça fait des rule change. Si vous avez acheté votre codex, il faut se référer à l'app plutôt qu'au codex, donc vous payez 2 trucs et tout. Mais ça, je pense que ça finira par être aplati par les années, parce que je pense que les gens achètent de moins en moins leur codex de toute façon. Par contre, ce qui est quand même plaisant, c'est de se dire, il y a encore moins d'unités poubelles qu'avant, parce que même les unités un peu underdog, à un moment, elles sont underdog, mais dans ce que ça a de sexy, c'est fucking Rocky, quoi. Tu montes sur le ring avec des intercesseurs et tu plies une game là-dessus, c'est trop bien, quoi. Bah ouais, Et c'est clairement. cool que ça passe par ça plutôt qu'un Gilliman tu vois, un perso à 400 points. Parce que les coups d'éclat avec des méga units, c'est relativement facile à faire. Mais C'est moi, je clair. trouve qu'il y a plus de stratégie à jouer des underdogs et c'est plus récompensant, je pense. Ouais, ouais, carrément. Puisqu'on parlait de l'attrition tout à l'heure, j'enchaîne sur une autre règle. Ça rejoint les 2 trucs que toi tu disais, Raph, et que moi je disais, mais c'est que on a tendance à rester bloqué sur la bagarre. Notamment parce que les vieilles éditions, elles étaient très bloquées Ouais. sur la bagarre, on le disait tout à l'heure. Et moi, j'ai tendance à dire que maintenant que le jeu est quand même, et c'est, je pense, l'une des plus grandes réussites de la V10, parce que maintenant on commence à avoir un petit peu de recul, c'est que l'introduction du paquet de cartes, qui était un mode de jeu à part dans la V8 et dans la V9, et qui est devenu le mode de jeu, y compris compétitif, en V10, bah c'est super fort parce qu'on a un jeu qui se joue effectivement dans qu'est-ce que tu peux faire avec les ressources à ta disposition et tu fais travailler tes ménages à toutes les étapes, à Mm. tous les tours, en réaction avec ton adversaire, les cartes qu'il a, les cartes que tu as, etc. J'avais l'impression qu'en V9, on arrivait avec notre plan de jeu au départ. C'est peut-être pour ça que je regardais moins, tu vois, chaque unité, mais plutôt la liste de base. Parce que tu arrivais avec ton plan de jeu, tu le déroulais, et dans certaines armées, tu pouvais même le dérouler peu importe le gars en face, Oui. ce qui est Tu faisais l'inverse tes d'un wargame. Tu faisais tes secondaires Ouais. presque. C'est ça. Et pour moi, du coup, ça veut dire moins d'interaction, ça veut dire moins de saveur, c'est nul. Vraiment, c'était la lead de cette édition-là. Aujourd'hui, on a un jeu qui est hyper dynamique. Et en plus, il y a des nouveaux paquets de cartes tous les ans, donc c'est pareil, ça veut dire racheter des trucs, mais on l'a vu avec Paris Nexus, ça corrigeait des trucs de Léviathan, et nous qui avons commencé à jouer même une à des fois grand max 2-3 fois par mois, on commençait à se dire au bout de quelques games, putain en fait on tire sous le temps un peu les mêmes secondaires, on voit les mêmes factions, donc c'est quand même sympa d'introduire ça a du bon aussi ce côté compétitif, ce côté on rajoute des nouveaux éléments, on fait briller telles unités mais au profit d'autres et tout. Et du coup, finalement les mecs qui atomisent des unités, c'est sympa en toutes circonstances, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins, comment dirais-je, utile, au sens où avoir de l'attrition c'est important, mais au final le jeu il joue pas que sur l'attrition. Et limite j'ai l'impression que il joue de moins en moins sur l'attrition. À une époque, je me souviens de Eevee, de French Wargame Studio et tout, qui disait ok, alors cette armée-là,
elle table rase tout le monde, elle est nulle en secondaire. Mais vu qu'elle table rase tout le monde, elle a plus besoin de faire ça, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. J'ai l'impression que avec le... Alors on y revient par certains aspects, mais les armes font un peu moins de dégâts, le corps à corps est un peu moins létal, le tir l'est un peu moins. De toute façon, il est un peu corrigé à chaque patch, à chaque correction. Et donc, il me paraît de moins en moins utile et intéressant de miser sur la poutre pure. Déjà parce que ça fait pas de vous un joueur super intelligent. Et du coup, même, je sais pas, si on joue World Eater ou Spaceful, enfin les unités ou les armées où en termes de fluff, on se dit ok, ils vont aller tout droit. Bah, oui et non en fait. C'est-à-dire que oui, ils vont tout droit, mais bon, pour Korn, ça paraît un peu compliqué. Mais même eux, je pense qu'ils ont un objectif à suivre, Ouais. même si on a du mal à le comprendre, nous qui ne sommes pas, qui ne vénérons pas le dieu du sang et de la guerre. Et du coup, je trouve ça plus intéressant et j'ai tendance à me dire aujourd'hui, ok, ce canon d'obusier de Lehman Russe, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse pas dégâts 2 ou peut-être qu'il. Ouais, force 8 ou. Enfin, tu vois. Mm. Peut-être que la stat, elle est pas exactement bonne. Mais au final, le Lehman Russe, c'est ce qui est surtout intéressant, c'est que bah, il est bon pour attaquer les objectifs, ce qui représente un peu la progression des blindés qui va ouvrir la voie sur l'objectif. Enfin, moi, ça m'intéresse plus. Et je trouve que c'est plus récompensant de penser à ça, tu vois. Et quand les unités ont des bonnes aptitudes, souvent ça reflète bien le fluff, je trouve. Ouais, puis les man russes, c'est pas que un canon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En plus, c'est prendre la chose à l'envers, de se dire, ouais, mais l'arme de ce tank, elle est pas ouf, donc en fait, le tank, il est pas ouf. Oui, mais frère, c'est un tank. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux Ouais, c'est dire? ça, c'est quel prix, ouais, par rapport au prix, quelle endurance tu obtiens, combien de points de vie, qu'est-ce que tu poses sur table, en fait, C'est tout ça. simplement. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est un peu le côté underdog. Hein. Les man russes, on a tous l'habitude. Un Rogalgorn, c'est un peu plus nouveau, donc les gens, ils vont y faire attention. Mais en vrai, les règles des Lehman russes, la plupart sont bonnes, tu vois. Et en plus, même comment dirais-je, les variantes, parce que qui sont pas trop jouées, en fait, maintenant, encore une fois, elles baissent alors que les autres augmentent. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une inversion et une rotation. Donc les joueurs gardes, généralement, ils ont des tourelles et ils changent la tourelle, c'est pas très grave, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire que l'attrition, on peut se dire, ah bah du coup, c'est moins fun. Mais je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que. Enfin, moi, je préfère jouer à ce jeu-là. Et je sais que c'est un truc on n'a pas testé encore la V4 Age of Sigmar classique, on a fait beaucoup de Spearhead, mais typiquement quand je regarde des rapports de bataille de la V4 et tout, bah, ça m'a un peu refroidi quand j'ai vu que cette espèce ouais, d'équilibre attrition scoring n'avait pas changé à Age of Sigmar entre Ouais. la V3 et la V4. Ouais, C'est plus ou malheureusement. moins toujours le même système et ça se castagne toujours très très Ça fort. manque beaucoup d'aléatoires. C'est ce on a dit. Ouais, aléatoire, pas fort. Ouais, Dans je le sais pas si sens c'est le mot. paquet de cartes. Enfin, Ouais, c'est ça, dans le côté. qui est dans Spearhead et Ouais. qu'on ne retrouve pas dans le match play de AOS et qui a apporté beaucoup de fraîcheur. Tu le disais à 40k, le fait de tirer au hasard tes objectifs secondaires à chaque round, en fait, s'il y avait ça à AOS, potentiellement, ça casserait peut-être aussi cette dynamique d'attrition pure. Tu vois. Ouais, ouais, complètement. Et tu vois, cette logique d'attrition, elle a donné aussi des termes, tu vois, un peu barbares, type le stat check, où les gens disent, ouais, en fait, donc on l'entend à droite à gauche dans les chaînes et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que l'unité est tellement forte ou tellement dure à sortir, ou elle envoie tellement de pruneaux, qu'en fait, il n'y a rien qui l'abat, en fait. Mm. Mais encore une fois, c'est un peu en vase clos, c'est un peu souvent unité contre unité, mais ça reflète pas forcément tout un truc, toute une liste, ou même la stratégie des joueurs. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare. Parce à l'époque, ça criait un peu, à chaque nouveau codex, il y a une unité qui est impossible à sortir, ou qui peut sortir tellement d'unités qu'elle est broken, ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas aussi, parce que l'attrition, elle est maîtrisée. Je dirais pas qu'elle est totalement maîtrisée, mais c'est quand même un peu moins débile. Où à une époque, le moindre gun commençait à faire des dégâts 2, des dégâts 3 dans tous les sens et tout. Alors j'ai l'impression qu'on remonte petit à petit la pente. Donc je m'inquiète Toujours un le petit petit peu. power creep de. C'est ça, exactement. Power creep, tu vois, autre terme autour de l'attrition, de comment on va booster les pouvoirs ou ouais, effectivement, l'impact que peut avoir telle ou telle unité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à un équilibre pas mal. Et j'ai l'impression que ça récompense. Enfin, c'est pour ça que je le conseille aussi. J'ai l'impression que ça récompense plus les joueurs de réfléchir moins en attrition, mais plus qu'est-ce que je peux faire avec cette unité. Alors, il y a des unités qui sont clairement orientées à attrition, mais du coup, l'attrition comment? Qui je vise? Qu'est-ce que je fais, etc. Parce que trop souvent, j'ai l'impression que les gens, ils prennent la ligne statistique de l'arme, tu vois, Ouais. et ils sont en mode oh la dinguerie. Et tu vois, par exemple, à chaque codexto, c'est la même limonade. Oui, Oui, ça va tout la péter. Storm Surge avec dommage 16 ou je sais plus Ouais, combien. et les gens pètent un câble. Et après, on les voit jamais, ces unités-là. Pourquoi? Parce que je pense que le jeu, en fait, aujourd'hui, bah, t'as 5 tours. Et même si t'atomises un tank par tour, bah, en fait, si le gars en face, il score bien, il t'empêche d'aller à tel endroit,
Enfin, c'est faisable, tu vois. Et puis c'est dans un gros truc qui vaut plus de 400 points, qui reste immobile pendant les 3 quarts de la game. Et Les gens ont tendance voilà. vraiment à s'arrêter trop là-dessus. Et l'attrition, c'est aussi effectivement le plaisir du tableur Excel et d'isoler un peu des trucs. Tu te dis, ouais, ok, ça c'est fort, mais en vrai, est-ce que ça marche bien avec la règle? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est sur quel châssis, comme tu le disais? Donc en vrai, moi j'aurais tendance à dire aux gens d'aller un petit peu au-delà de l'attrition, de la même manière que, bah, en fait, ça rejoint un peu aussi ce que tu disais sur les underdogs, parce que souvent, c'est pas eux qui ont la super stat. C'est pas eux qui ont le super moufle, le super canon, que sais-je, mais c'est eux qui vont faire les games. C'est eux qui vont rapporter des points. Et même, je rebondis sur ce que tu C'était dis, l'objectif. Mais il y a des unités qui sont très mauvaises en attrition, mais qui sont très bonnes sur la table. Je vais prendre un exemple, les Canoptech Spectre Necron, qui enfin, t'en as combattu contre Thomas. Ouais. Ça casse pas des briques dans le sens, ça tue pas grand chose. Par contre, ça tank. C'est fort. Un enfer. Et du coup, ce truc, il va t'enliser la moindre de tes unités pendant des tours et des tours et des tours parce que tu vas pas réussir à les tuer. Mais eux, ils vont pas te tuer, mais c'est pas grave. Et ça, typiquement, bah, ce genre d'unité-là, si on a une lecture attrition pure, en voyant la datasheet, tu te dis, ouais, 4 attaques, force 4, oui, je m'en fous, tu vois. Sauf qu'après, quand tu commences à regarder l'unité dans sa globalité, que tu vois que le machin, il a une 1v4+, je sais pas combien d'endus, de PV, qui peut se téléporter et tout, tu fais, ah ouais, mais en fait, attends, le mec, s'il en joue ne serait-ce que 2 escouades de 3, ou une escouade de 6... Ils ont eu un petit moment de gloire eux aussi. Alors après, c'était parce qu'ils étaient en plus vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont un peu fait taper dessus depuis. Oui, puis ils étaient boostés par des mots-clés, des détachements, machin. Mais en fait, effectivement, ça rejoint pas mal de choses qu'on a dit, et notamment l'idée d'avoir un rôle pour les unités. Parce qu'en fait, si ton rôle de cette unité, c'est juste de troller le mec et de l'engluer, et ça c'est pareil, c'est très oldhammer entre guillemets. C'est-à-dire que moi, à une époque, quand on pouvait pas se désengager, ou pas facilement, on disait, cette unité, elle pue la merde. Mais en même temps, si tu la mets sur un véhicule, bah tu bloques un Predator, tu bloques un Dread et tout, tu vois. Et bon, un Dread, il pouvait avoir un peu de répondant au cac, mais tu vois, typiquement, on parlait souvent contre les marcheurs de la garde ou des trucs comme ça. Bah en fait, tu les bloquais, ils avaient plus de mobilité, ils pouvaient plus tirer et tout. Alors maintenant, ça a un petit peu changé. Mais je veux dire, ces logiques-là ont disparu. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tête des gens, c'est même plus logique. Alors qu'en fait... ouais, si, l'englument, le fait de tanker, de distraire, de servir aussi de... C'est un truc dont on n'entend jamais parler, alors qu'en fait, stratégiquement, enfin, si tu dis, je sais pas, l'histoire militaire, ou si tu regardes même un film, enfin, il y a souvent le truc de la distraction, du piège, du subterfuge, du machin, et là, c'est pas du tout un truc que les gens théorisent. Et c'est peut-être là aussi où ces chaînes feraient bien peut-être des fois de changer de philosophie, ou d'aller un peu plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire, ok, il y a la datasheet, et donc Julien va nous dire l'armée équilibrée face aux autres armées, et aussi en interne. Ouais, mais quelque part, des fois, c'est même pas une question de ça. C'est une question de qu'est-ce que tu fais avec cette datasheet là. Et donc effectivement, si elle est équilibrée, elle est bonne l'unité. Des fois, il y a des unités pas équilibrées au sens où elles sont un peu chères pour ce qu'elles font, mais si tu as le bon rôle et qu'elles remplissent leur rôle, c'est peut-être là où est l'équilibre, tu vois. Et c'est ces notions-là que je voulais interroger avec ce podcast, c'est-à-dire la définition de ce qui est équilibré, ce qui est bon, ce qui est méta ou pas. Au final, ça se débat. En fait, c'est un petit peu comme quand les gens disent je vais faire une parabole politique, vous m'excuserez, mais c'est quand les gens disent par exemple faut rembourser la dette, c'est comme ça. T'es en mode genre, bah en fait, c'est enfin, la dette elle n'existe pas fondamentalement, tu vois, genre elle n'est pas inscrite dans la terre, alors que la vie des gens et des animaux par exemple c'est réel, tu vois. Et donc moi j'ai un peu tendance à dire, bah en fait, on voit que la dette des fois on peut l'annuler et des fois on peut pas l'annuler. Mais ça prouve bien que la dette est une création humaine. Et c'est un peu pareil. Je reviens sur le wargame. La méta, quand les gens disent la méta, c'est nous qui la créons. Donc en fait, c'est aussi pour ça que moi je comprends hein, le repli. On va conclure gentiment bientôt, mais je veux dire, je comprends le repli vers le narratif, vers d'autres systèmes, vers des trucs personnels. Et je trouve que c'est tout à fait légitime. Je trouve aussi que c'est tout à fait légitime de se dire, moi je joue Codex only. Éventuellement, je prends les points ou je prends telle règle que je trouve intéressante et tout, mais je m'emmerde pas parce qu'en plus ça crée des disparités. Est-ce que ton adversaire a le temps de checker, etc. C'est chiant. Mais j'ai l'impression aussi qu'on a créé une nouvelle génération de joueurs où les gens ils ont le temps de se renseigner, mais ils n'ont pas le temps de jouer. Ce qui est un peu le pire des deux mondes, tu vois. Je me dis, bah au pire, si t'as le temps de te renseigner, tu prends tous les temps où tu t'es renseigné et t'as débattu pendant un mois comme un débilos sur le Warhammer Forum pour savoir si l'unité était broken ou pas, et tu le prends à jouer et tu joues que en codex. Bon, ça, en vrai, je comprends, mais ce que je trouverais encore plus cool pour notre communauté, là, on est limite dans les cadeaux de Noël, donc voilà, j'envoie comme ça un message au Père Noël, mais
Ça serait trop cool aussi que les joueurs un peu casus, hein, parce qu'en fait il y en a beaucoup en plus qui sont casus mais réguliers, ou qui pensent au game design, ils commencent à réfléchir à comment on incarne le jeu dans les mécaniques enfin l'univers dans les mécaniques de jeu, pardon. Et je trouve ça serait cool que les gens se disent, bah en fait ouais, la notion d'équilibrage, elle est à ce point-là. Elle n'est pas à un niveau où au final toutes les armées ont les mêmes règles sur des unités plus ou moins identiques ou même légèrement différentes, mais on est dans un espèce d'échec amélioré, tu vois. Oui, Et oui, c'est clairement. un peu ce par quoi on a l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression parfois que quand on distille un peu le discours de certains, c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Alors que moi j'ai plutôt tendance à dire, bah non, il faudrait que l'unit soit bien pricé par rapport à ce qu'il est possible de faire avec. Et des fois, on peut pas l'anticiper. Oui, bien sûr. Comme sur un jeu de vidéo, c'est-à-dire, ah, les joueurs ils ont trouvé que tel truc, avec la dispersion des balles, ils se mettent à tel endroit de la map et ils font des headshots sur tout le monde. Bon, bah on n'avait pas pensé, on va corriger. Bah c'est pareil, tu vois, ah ouais, il y a un trou dans la raquette, si tu prends 25 gus comme ça, c'est vraiment très chiant. Mais déjà, est-ce que ça concerne tant de gens que ça? Première question. Et ensuite, est-ce que c'est pas grave? En fait, Mm. entre guillemets, des fois, il y a des glitches qui c'est pas grave. Et donc, je termine avec d'ailleurs une des dernières règles, et après, on discutera peut-être plus large si ça te va, Raph. C'est moi de ne pas se limiter aux épiphénomènes. Ouais. Parce que j'ai l'impression que justement, dans ce qu'on a beaucoup dit, c'est qu'on parle souvent de médiatisation, on parle souvent de chaînes, de gens, d'articles, Goonhammer, que sais-je, hein, parce que beaucoup de gens maintenant s'emparent de ces sujets-là, et c'est cool, mais c'est toujours un peu sur la même tonalité, ce que j'aimerais changer, et par ailleurs aussi sur cette espèce de même urgence. Ce qui a pas de sens pour moi, parce que bon, bah, déjà, de toute façon, le temps de monter, peindre ses figues, c'est long. Le temps de trouver du temps pour faire une game, c'est long. Et le temps de faire une game, c'est long. Donc en fait, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils pètent un câble parce qu'en tournoi, qui est une espèce de temps organisé pour ça, il y a des trucs qui étaient vraiment un peu abusés. Et c'est dommage. Mais à la rigueur, c'était dans la logique d'un tournoi, tu Oui. vois. Et nous, après, on doit un peu subir ça. Et des fois, on doit le subir un peu tardivement. Et en fait, déjà, le temps que les règles soient appliquées, que les joueurs aient compris, la règle a déjà Oui, changé. c'est déjà passé à Donc autre c'est chose. pas très grave, on peut l'ignorer. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que les joueurs s'insurgent et montent un peu au portillon, comme on le disait, pour un peu des trucs, pour un peu des trucs un peu nuls. Et donc l'exemple en date que j'ai, c'est les Tempestus Aquilon, Aquilon, ouais. qui du coup pouvaient faire des frappes en profondeur à 3. Et en fait, tout le monde a voulu taper sur la gare en disant qu'elle avait brisé le jeu à cause de cette unité-là, alors qu'il y avait d'autres unités qui le faisaient, et qu'on voit que Games Workshop a certes nerfé les Aquilons, mais a aussi nerfé toutes les frappes en profondeur à 3, et a doublement nerfé les Aquilons parce qu'ils peuvent plus le faire quand ils font une, comment on appelle ça, une rapid insert, Rapid Ingress. un rapid ingress, ouais. Donc c'est Arrivée précipitée. l'arrivée précipitée, donc cette possibilité d'arriver pendant le tour ennemi. Donc ça, ils l'ont plus non plus, ils ont corrigé la datasheet. Ils ont, comme je le disais aussi, pris en point. Et en fait, j'étais en mode, putain, mais moi, en tant que joueur garde, tout ce dont j'entends parler à propos de ma faction là pendant quelques semaines, c'était que ça. Et je me disais, genre, et les gars, c'est des 1 PV, sauvegarde 4+, endu 3, 10 gus. Enfin, je veux dire, ok, s'ils se mettent devant toi, qu'ils te bloquent une charge, ça fait chier. Tu vas devoir les laver avant de faire ta charge. Ou tu vas devoir les charger eux. Mais je suis en mode, peut-être ça a été game breaking sur une situation dans un tournoi, oui, et peut-être que du coup ils sortaient dans toutes les listes parce que c'était fort, les gens jouaient 30 et tout, mais maintenant ils se sont fait tellement taper dessus, parce que de toute façon Games Workshop on le sait aussi pratique la double peine. Souvent t'as une règle qui est forte, la règle elle va changer et tu vas prendre en point, Ouais. histoire de dire allez, va chercher les underdogs, c'est un peu comme ça qu'ils le font. Moi je suis ok avec ça, mais je suis moins ok avec l'espèce des fois de débauche, t'as l'impression que mais c'est la fin du monde, la faction elle est broken, tu sais, les miniatures YouTube Ouais, des ouais, ouais. enfers, et moi j'en ai vu popper, et même qui m'ont été recommandés, alors après on part sur des débats plus larges, hein, l'algorithme et tout, tu vois, mais je veux dire, j'étais en mode, mais les frères, si vous n'arrivez pas à gérer 10 points de vie en du 3 sauvegarde à 4+, je peux rien pour vous, quoi, enfin je veux dire, il y a un moment, moi des Tempestus, je m'en fais laver tous les jours, et c'est pas grave, alors après... Oui, forcément, il y a des situations où ça a dû être critique et ça a coûté la victoire à un très bon joueur et l'autre avait très bien joué ou ça avait bloqué sa charge et c'était la charge décisive. Mm. Mais en soi, ça me paraissait pas être pété, quoi. T'envoyais pas Mortarion à 3 pouces d'Ingus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même compliqué. À l'inverse, tu vois, donc la comparaison est accidentelle, mais j'ai vu que maintenant Mortarion pouvait faire des frappes en profondeur. Ce qui est très bien. C'est très bien, c'est très fluff, il a des Et ailes, pourquoi pourquoi il pouvait pas le j'allais faire dire, avant? pourquoi il pouvait pas le Tu faire vois, avant? très clairement, moi je raisonne par le fluff, mais je me dis aujourd'hui, tu fais avec un Mortarion. Putain, ça fait quand même autrement peur que 10 Lions, Bah, tu vois. surtout en arrivée précipitée, quoi. Complètement, ça veut dire que t'es dans le camp ennemi et que tu places vraiment
un putain de bonhomme, un putain de big boss au milieu du truc. Et ça me semble être intéressant, ça me semble être dynamique, cinématique, intéressant en termes de mécanique, intéressant en termes de fluff. Bah, genre, ouais, il y a une faille dans la réalité, t'as le Primark qui arrive, oh, pas de bol, il est dans tes lignes, qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Est-ce que tu vas continuer à jouer le scoring et l'ignorer au risque que lui, il te mange un véhicule par tour, une unité par tour? Et ça, enfin voilà, je sais que t'as cette figue-là, tu vas la peindre un jour, bah c'est super intéressant, c'est un vrai challenge, c'est cool. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens ils pètent leur crâne sur des trucs mais tellement minimes en fait et je ne comprends pas pourquoi, parce que en fait quand on les sort justement du côté un petit peu chaud, du côté tournoi, et qu'on regarde l'unité en elle-même, c'est peut-être ce qu'il faudra retenir de cette tactique-là, c'est de se dire on part de la datasheet. Ok, la méta, les autres datasheets, la datasheet d'en face, la dernière mage, on s'en branle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en fait, tu te dis, bah en fait, ouais, les Tempestuous Saiyan, ils vont se mettre à 3 pouces. Puis le tour d'après, ils sont morts. Enfin, genre, voilà. Bah je oui, veux oui. dire, moi, je vois pas trop. Alors après, oui, ça fait du scoring, ça peut emmerder une charge, mais t'es en mode, pour commencer vraiment à emmerder beaucoup les gens, il faut vraiment vouloir le faire. Et j'ai cru comprendre, en cherchant un petit peu, que des mecs les jouaient du coup en arrivée précipitée, en le mettant vraiment, tu sais, En un peu cordon, quoi. en Enfin, cordon en ligne. pour faire eux-mêmes des problèmes d'insertion de l'ennemi. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais. Donc au final, c'était même pas non plus le même cas de figure auquel on a eu affaire et que les gens avaient monté en épingle. Donc Ouais. c'est assez marrant aussi. Et des fois, ça prouve que Games Workshop, ils font relativement bien leur travail. C'est-à-dire qu'en fait, ils t'invoquent une raison qui n'est pas celle que les gens ont invoquée pendant des semaines entières. Je sais pas si toi, tu as ressenti ce truc-là, tu vois, du côté, effectivement, des épiphénomènes. Je pense aussi à un autre truc, c'est un épiphénomène plus large, mais je te passe la parole avec ça, c'est que la DevGuard, si on écoutait les gens, pendant 6 mois, c'était injouable, même avec les nouvelles règles. Ouais. T'es en mode genre, bah en fait, moi j'affronte Raphaël 1 à 2 fois par mois. En fait, la nouvelle règle, elle est adaptable, elle est forte. Ok, peut-être qu'elle n'est pas aussi structurante que d'autres armées, mais elle n'est pas nulle. Non, clairement Pourtant, pas. en fait, t'avais un peu l'impression que bah il y a des gens qui passaient complètement à côté. Ouais, et en fait, mais ça, je pense que c'est un problème plus global qui est l'ère de l'immédiateté euh, induite par la culture d'Internet telle qu'elle est aujourd'hui, et notamment par le biais des réseaux sociaux, il faut que tu réagisses au dernier épiphénomène, tu vois, et Ouais. c'est adaptable dans Oui, à dans peu toute près sa tous les secteur. domaines du monde, mais dans le wargame, ça a pris une certaine incidence, et du coup, ces trucs qui sont des événements isolés mineurs qui arrivent dans un tournoi ou 2 tournois ou un championnat du monde qui est encore un truc encore plus rare, etc. Et ben tout de suite, en fait, il va y avoir une espèce de réaction, de De levée de mouvement de bouclier. foule, de levée de bouclier, de oh c'est un scandale, nanana. Oui, mais les gars, c'est arrivé à un gars au championnat du monde, et ça ne t'arrivera pas toi samedi après-midi quand tu vas faire ta partie, en fait. Et c'est assez fou que on Des fois, il y a soit. même des gens qui ils connaissent même pas cette faction. Oui. Ils disent le jeu il est broken parce qu'il y a ça, donc je les désinstalle. C'est ça. Et c'est un vrai truc que, en fait, nous, on joue vraiment activement au jeu, vraiment depuis la V8. On est du coup à la 3e édition de 40 000 Successive, ouais. successive où on Mmh. joue vraiment beaucoup. Et c'est fou de voir à quel point. Parce que franchement, il y a pas, en préparant le podcast, j'ai repensé vraiment au tout début de la V8, au tout Mhm. début, c'est-à-dire vraiment la sortie d'Arc Imperium, machin et tout, les index, tout ça, tout ça. 2017, Voilà. ça paraît si loin. C'était il y a 7 ans quand même. Hein. Ouais, c'était. Et c'était, tu vois, genre, du coup, j'ai revu, par exemple, les toutes premières vidéos de French Wargame Studio, Mhm. qui sont encore disponibles. Alors, elles sont pas toutes dispo, mais il y en a encore qui sont dispo sur la chaîne, si tu fais du scrolling inversé et que tu vas vraiment au tout début. Il y avait déjà une analyse, entre guillemets, quand ils analysaient les index à l'époque, et ils disaient, ça c'est intéressant, ça je l'ai joué dans tel rapport de bataille, machin, machin. Mais il faut voir la différence avec les analyses d'index qui sortent, ou de codex qui sortent aujourd'hui. C'est vraiment 2 mondes complètement différents. Mhm. Parce que il y a eu tout un basculement vers ce compétitif qui s'est fait entre-temps, mais qui a eu aussi du coup ce truc de le moindre trou dans la raquette est tout de suite repris par toute une communauté, par des influenceurs qui vont le présenter comme quelque chose de il faut le régler. C'est un problème, il faut le régler, tu vois. Et en fait, les gens, comme tu le disais, ils ont même pas le temps de se rendre compte que le problème a eu lieu, qu'il a Ouais. déjà été corrigé, tu vois. Ouais, et c'était ça. Enfin, c'est pour ça que là, pour moi, on est à la fin de l'entonnoir ou de la pyramide, c'est que ça concerne pas tout le monde. Mais ce que je voulais dire par là, pour le résumer différemment, c'est que
en vrai, si vous n'avez pas le temps de faire tant de games, vous n'avez pas le temps de vous indigner en fait. Ouais. Ça, c'est un peu ça que je dirais. C'est-à-dire que vous allez vous péter le crâne là-dessus. D'autres gens ont décidé pour vous que le jeu était ruiné ou que telle faction était broken. En fait, faites-en l'expérience vous-même. Et je dis même pas ça en sens, tu vois, comme des fois on dit non, mais il faut aller voir le film, même si les critiques et le public dit que c'est de la merde, il faut penser par soi-même. Non, des fois tu as le droit d'écouter les autres. Mais là, en fait, c'est une espèce de, comment dirais-je, d'économie presque qui s'est mise en place autour de ça. En tout cas, une philosophie qui s'est mise en place autour de ça qui est tellement rapide, tellement fugace, que toi, t'as pas le temps de faire 3 games, que on est déjà passé à 2 polémiques presque après, tu vois. Donc en fait, c'est impossible à suivre et je comprends pas les gens qui s'y adonnent, sauf quand t'as un business autour de ce média, tu vois. Ça paraît logique que les gens qui font leur blé en parlant de cette actualité s'en servent et la traitent comme quelque chose de chaud, d'important. Mais des fois, tu te dis, est-ce qu'on peut vraiment regarder la datasheet 1 heure et se poser la question sur est-ce que ça vaut vraiment tout ce putain de merdier, tu vois. Et très clairement, il y en a peu qui le font. Parce qu'en fait, j'imagine que ça vend moins, tu vois. Mais j'accuse personne de vouloir faire du sensationnalisme et tout. Il y en a, on le sait. On voit très bien le genre de miniatures ou de trucs montés en épingle dont on parle. Et je pense que malheureusement, des fois, t'es un peu obligé de jouer avec ça si tu veux faire du blé. Je suis pas en train de dire que les gens qui font des chaînes YouTube sont millionnaires, enfin en tout cas pas dans le wargame quoi. Mais ce qui me chagrine, c'est que du coup j'ai l'impression que ça crée une espèce de, tu vois, de l'extérieur, t'as l'impression que la maison est en feu, et du coup tu y rentres pas. Alors qu'en réalité, en fait, la maison est pas vraiment en feu, c'est juste il y a un connard qui a crié au feu, et demain il y a un autre connard qui criera au feu, et en fait faut que tu t'y habitues et que tu les écoutes plus quoi. Et que tu testes par toi-même. Parce que ces épiphénomènes concentrent un petit peu toutes les règles qu'on a pu dérouler aujourd'hui, mais vraiment en un tout petit instant. Et j'ai l'impression que eux, ils sont pas prêts de partir parce que, comme je disais, ils s'incarnent aussi comme tu disais, dans une logique du moment, de l'instantanéité, et on le voit dans d'autres secteurs. Mais donc, c'est pas finalement surprenant que le wargame le subisse aussi, que le hobby le subisse aussi. Mais je pense que ça reflète pas très bien notre communauté qui est plutôt sur le temps long, qui est plutôt sur des gens qui réfléchissent, sur des gens qui aiment bien, qui sont créatifs et tout. Donc j'aime pas trop voir, y compris des fois des gens que je respecte, verser dans ce truc-là parce que t'es dans l'émotion, t'es dans la réaction et tout, tu vois. Et des fois tu te dis non mais tu réfléchis 2 secondes et en vrai c'est pas si fort quoi, tu vois. Ouais. Et surtout qui tu connais en joue 30, qui tu connais à abuser ces mécanismes. Alors après c'est sûr si tu fais une partie d'initiation et qu'il y a un connard qui t'en met 50 sur la gueule ou qui te met un avion que tu peux pas toucher, dédicace à Charles, ça peut dégoûter les gens. Mais je veux dire, factuellement, ce genre de personnes méritent juste pas le hobby de manière générale. Enfin, là, pour le coup, c'est des mauvais praticiens. Je sais pas quel était le terme. Là, mal-jeu. Là, c'est le vrai mal-jeu, tu vois. Mais voilà un petit peu pour les différents conseils qu'on voulait vous donner. Est-ce que tu voulais conclure sur un truc Ouais, je voulais aussi conclure sur un truc. En fait, tout ça, et tout ce qu'on vient de se dire, et les conseils qu'on vient de vous donner, ou vous en faites entre guillemets ce que vous voulez, hein, bien sûr, il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai l'impression et là je m'inclus dedans, hein, vraiment, quand je dis on, c'est toute la communauté Warhammer 40 000, moi compris, aussi, hein, je t'inclus, indigné, nous incluons. Et je vais potentiellement t'inclure dedans aussi, mais on est devenu, je trouve qu'on est devenu extrêmement... comment dire, dépendant. Non, alors oui, non, mais en fait on est devenu un petit peu gourmand. Malgré nous, mais mine de rien quand même, on n'arrive plus forcément à se satisfaire de ce qu'on a. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où on a tellement été abreuvé, on est dans l'ère où le hobby n'a jamais été aussi accessible parce que littéralement on peut en avoir autant qu'on veut partout. More Warhammer, more fun. Voilà. Sauf que je trouve que l'effet un petit peu pervers à tout ça, c'est que maintenant, on a toujours envie d'être satisfait. Et tu vois, typiquement, on parlait des épiphénomènes ou des datasheets, des choses comme ça. Et il y a aussi ce truc de... Beaucoup de joueurs vont mettre en avant le déséquilibre par le fait qu'ils vont se sentir trahis, floués, ou que eux, leur faction, on les a pas respectés, le fameux hashtag mon armée, tu vois. Mais mine de rien, c'est un sentiment qu'on commence, je trouve, un peu tous à avoir, alors à plus ou grande intensité, mais... En fait, Game Workshop et les influenceurs, nous compétitifs notamment, nous nourrissent tellement de contenu tout le temps, etc., que on a l'impression que quand il y a un truc qui va pas dans notre sens dans le hobby, c'est une attaque perso, tu vois. Genre, typiquement, là, si on prend l'exemple des détachements de Noël que fait Warhammer Community, c'est une super initiative, on a tous trouvé que c'était super bienvenu, ça apportait de la fraîcheur, machin, enfin, franchement, on a salué le truc, entre nous, c'est super bien. Mais, il y a quand même
à chaque jour où un nouveau détachement est dévoilé, tu vas avoir pêle-mêle des réactions de c'est quand mon tour, sous-entendu les autres ont été servis avant moi, Ouais. de ah, je suis deg parce que le détachement des Nécrons, il est vachement mieux que le détachement de l'Adeptus Mechanicus qui est mon armée, et que du coup, ça fait chier parce que les Nécrons, ils ont été mieux traités que moi, tu vois. Alors que, frère, t'as eu un détachement. Et je veux dire, c'est pas parce que les compétiteurs ont dit que le détachement était moins bon que l'autre, ça n'empêche pas que tu as eu... C'est Dudley dans Harry Potter, c'est en mode « Ah, j'ai eu que 26 cadeaux, l'année dernière j'en ai eu 27 !» Bah, frère, t'as eu un détachement, t'aurais pu... Je te rappelle la traversée du désert que t'as pu avoir, en fonction de la faction que tu jouais, t'as pu avoir 4 ans sans la moindre sortie. Après, c'est peut-être aussi qu'il y a maintenant une grande fraction des joueurs, je sais pas comment on pourrait calculer ça, mais ça serait intéressant, ne serait-ce que dans l'audience de Land Rider. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, mais ce serait intéressant de voir qui est là depuis la V8. Parce qu'en fait, je pense qu'on est de moins en moins nombreux, proportionnellement à la taille du hobby et comment il a explosé, à avoir connu autre chose. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu... pour être dans un podcast totalement vieux con, Raphaël, mais de dire, bah, en fait, entre un gars qui a... Enfin, tu vois, des ados qui ont jamais connu le monde sans Internet versus les gens comme nous qui avons connu l'arrivée, tu vois. Oui. Et du coup, en étant jeune. C'est-à-dire, on a vu les trucs cool du truc et on a un peu aussi vite capté les limites du truc. Et on est tout aussi addict que les plus jeunes, il n'y a pas de problème là-dessus, encore une fois, on s'inclut dans le truc. Mais je pense qu'effectivement, ça crée un espèce de sentiment, effectivement, de... Ouais, tu regardes le voisin. Mais je pense que c'est même empiré par des phénomènes. Et moi, par exemple, je trouve pas que cette logique, que je comprends, hein, et qui se défend, de dire on va regarder les datasheets entre eux, et on va regarder les datasheets au sein de... Enfin, du coup, au sein de cette faction, et les datasheets entre eux, et puis par rapport aux autres datasheets, et puis au sein de la méta globale. En fait, du coup, ça t'incite tout le temps à comparer. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas possible de faire ça. Parce que si tu veux jamais... Enfin, c'est normal. On a des factions très différentes, avec des personnalités très différentes, et des game design qui étaient pas si prononcés que ça. Il y a encore 2 éditions... Franchement, les gens l'ont oublié, mais genre, la V8, c'est peau de chagrin. Enfin, je veux dire, en termes de saveur et tout, la saveur vient des unités, et du fait, et du lore. Aujourd'hui, on a vraiment des logiques de game design, de dire, ok, comment j'incarne ça? Et moi, c'est un truc qui, en tant que narrative designer dans le jeu vidéo, ça me passionne, c'est intéressant de faire passer une histoire à travers des mécaniques de jeu. Et ils le font de plus en plus. Et c'est bien. C'est bien que quand tu passes d'une faction à l'autre, ça soit pas juste la même avec un skin différent, entre guillemets, tu vois. Mais du coup, il faut accepter aussi le revers de cette médaille. De se dire, bah ouais, du coup, il y aura forcément des mecs, ils vont avoir un détachement ou une unité qui va être plus intéressante. J'adore le Lehman russe, c'est un char emblématique. Pour moi, c'est le meilleur char de la galaxie. Mais est-ce qu'il faut qu'il soit le meilleur char sur du le jeu? champ de bataille, Je sais que c'est pas possible, tu vois, et je l'accepte. Mais de moins en moins, effectivement, on a une petite logique des fois de dire, bah ouais, mais moi j'ai comparé ça, et le mec a 170 points, il a ça, et machin. Et en fait, bah, la logique de points a ses limites, parce que est-ce qu'elle inclut toute l'armée? Est-ce qu'elle inclut juste la datasheet et tout? Enfin, c'est des trucs qui sont encore débattus en game design, dans le jeu vidéo. De toute façon, les logiques de comment on patch, est-ce que c'est par rapport au nombre de gens qui jouent? Est-ce que c'est par rapport à des abus? Est-ce que c'est par rapport à la popularité de tel personnage, etc. Enfin, je veux dire, là en ce moment, t'as Arcane qui revient avec une saison 2 et qui explose tout. J'imagine que si les mecs commencent à mettre Jinx en mode très très bas du tableau, bah, peut-être que les gens vont faire bah, il est nul le jeu, ils vont rage quit. Donc ça va être des logiques que. Je sais pas s'ils le font, hein, ça m'intéresse pas du tout League of Legends, mais je me dis qu'il y a des game designers qui doivent réfléchir à ça, tu vois. De la même manière que peut-être que Space Marine 2, pour rebondir sur le dernier podcast qu'on a fait ensemble, bah en fait les gens ils découvrent les Space Marines et je sais pas, ils jouent et ils font attends mais c'est putain pas mon Space Marine en fait il one shot pas, attends le bolter one shot pas tu vois un mec sans armure. Alors que dans le jeu je découpe 16 thermagants avec une attaque d'épée tronçonneuse. C'est ça, donc en fait peut-être qu'il y a des logiques comme ça qui vont se créer et qui sont intéressantes, mais il faut accepter que bah, les lignes bougent en fait, et du coup si les lignes bougent ça veut dire que ouais des fois ton voisin il sera mieux servi, mais c'est en fait, je pense qu'il était le plus chiant, c'était peut-être la V9 ou la fin de V8, où en fait, cette rotation commençait à être implantée, mais tellement lentement qu'en fait, t'avais un écart de ouf entre un bouquin et un autre. Maintenant, on est quand même tous relativement bien servis. C'est vrai. Et la différence index-codex est beaucoup plus ténue. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je trouve que des fois, effectivement, on est un peu gourmand, un peu enfant gâté, quoi, de se dire, ouais, mais bon, au final, l'alternative, c'était quoi? Enfin, tu vois, j'avoue que c'est chiant de devoir se mettre au courant, de se poser des questions, etc. Mais déjà, c'est pas obligatoire. Et si tu te renseignes, en fait, c'est de mieux en mieux fait. Alors, ils font des progrès. C'est lent, tu vois, à l'échelle d'autres secteurs et tout. Mais c'est pas mal, parce que franchement, je reviendrai pas à un truc qui est fixe une fois tous les 3 ans.
Enfin, tu vois, en me disant, ok, bah cette datasheet là, elle est pas terrible. Bah, elle est pas terrible pour les 3 prochaines années. Bonne chance, frérot. Qui veut ça? Personne en vérité, tu vois. Donc, du coup, en fait, le risque, c'est aussi que bah, des fois, t'es un peu moins bien servi que le voisin. Mais la rotation maintenant, elle est tellement rapide. Oui. En 3 mois, mais moi, je peins. Allez, grand max, je peins 3 unités. C'était même pas une armée, 3 unités. Donc, en fait, j'ai envie de dire aussi, rappelez-vous que le jeu change plus vite que vous de montez et peignez vos figues. Donc en fait, vouloir courir après le jeu, c'est débile. Par contre, se dire, ah tiens, le jeu a changé ça en termes de philosophie, c'est intéressant, faudrait peut-être que je repense ma liste, ou pas. Bah c'est cool, tu vois. Moi j'aime bien ce petit jeu-là, en fait. J'aime bien me dire, tiens, il a changé, j'y reviens aussi, tu vois, je repense aux choses. Mais par contre, tu vois, ouais, là, la garde se fait taper dessus parce que elle était, j'ai appris dans la vidéo de French Warrior Studio qu'elle était dans plein de tournois, j'en étais pas conscient, et qu'elle a fait des top 2, des top 8, des top 16 dans tout plein de tournois. Bon, bah, il y a plein de combos qui ressortent, bah, ils s'en vont, tu vois. Et effectivement, quand ils me disent, bah, le combo avec les The Green, qui pouvaient recevoir des ordres grâce à Leontus et machin, donc en fait, les gens commençaient à jouer à des, des The Green qui se déplacent de neuf, qui touchent sur du 2 et tout, enfin, tu te dis, ouais, non, les Ogryn, ils comprennent pas les ordres du Seigneur Leontus, c'est un glitch. Et ils le cassent pas. Enfin, s'ils l'ont enlevé, il peut plus donner les ordres. Et ils prennent un lourd, comment dirais-je, malus au niveau des points. Mais c'est ok, les Ogryn, en vrai, si tu veux toujours jouer des Ogryn, tu les joueras différemment. Bah Mais oui, bien sûr. c'est pas très grave. Et souvent, ça représente assez bien une erreur. Tu vois, c'est pas en mode. Oh mon dieu, ils ont voulu forcer les Ogryn pour un pay to win parce qu'il fallait absolument acheter le kit des Ogryn. Même ça, les gens, des fois, ont tendance à dire ça, c'est une nouvelle unité et comme par hasard, elle est forte. En fait, en vrai de vrai, il y a plein d'unités qui sortent et qui sont rincées et genre, personne les joue, quoi. Tu vois, donc, notamment, j'ai vu là en Stormcast en V4 en Age of Sigmar, les nouvelles unités, elles font pas rêver du tout, quoi. Du Bah coup, oui, oui, et les listes, c'est que des listes de une unité V3 ou ouais. presque. Donc, du coup, je trouve que c'est bien que tu termines avec ça, avec le côté, soyons pas non plus des enfants pourris gâtés, essayons avec les outils qu'on a, encore une fois, de faire au mieux. Et je pense que c'est intéressant de discuter de c'est quoi ces notions d'équilibrage, de compétitivité, sans forcément passer par le prisme de l'hyper-compétitivité et des meilleurs joueurs du monde, du plus grand tournoi, et plutôt juste de dire, bah ouais, entre nous, je trouve ça con. Tu vois, par exemple, moi, pendant 2 éditions, pas pouvoir débarquer d'un transport après avoir bougé, mais je suis en mode genre, mais c'est le principe d'un véhicule, enfin tu vois, de l'infanterie mécanisée de base, tu vois. Donc en fait, pourquoi on s'attaque pas à ce problème-là? Et finalement, Games a trouvé et a fini par refaire à l'envers. Enfin, tu vois, revenir à la règle de base, oui, tu te déplaces avec ton véhicule, tes mecs débarquent, c'est le principe d'un véhicule de transport. On voyait pas de transport parce que bah ils transportaient plus. Bah oui. Tu vois, mais du coup, j'ai l'impression que les tournoyeurs ils s'en foutaient parce que la méta elle tournait, il n'y Oui, avait pas bien de sûr. transport, mais eux ça les importe pas, ils s'en branlent. Alors que toi tu te dis, bah je sais pas, mon armée de garde mécanisée, ah mes petits marines tactiques dans un rhino, je trouve ça sympa, ça représente quand même pas mal le fluff et tout, faudrait peut-être qu'on y revienne. Donc ouais, c'est vraiment cool qu'ils aient fini par trouver des petits trucs là-dessus, comme les personnages qui rejoignent des unités, enfin tu vois. Et c'est des logiques des game design, mais qui racontent un truc, qui racontent du fluff, qui racontent plein de choses. Ça qui m'inquiète aussi un petit peu, c'est que nous, on bat en retraite aussi. Tu vois, on dit, ouais, ça c'est les compétiteurs. Mais en mode, nique. Moi, en fait, j'ai pas envie que tout le game design il soit pensé d'après eux. Il faut aussi que nous, on dise, bah attends, ça c'est complètement craqué. Et reconnaître également quand c'est craqué dans le mauvais sens. Type, attends, tu penses vraiment que les 18 Ogryn ils prennent les ordres du Seigneur Solaire et ils comprennent tout? Enfin, je veux dire, ils ont le cerveau qui fait la taille d'une noix. Non, en fait, ils prennent pas des ordres. Et historiquement, d'ailleurs, dans plusieurs éditions, ils pouvaient pas en recevoir Bah du oui, tout. oui. Donc, bon, je sais pas. Faut simplement prendre du recul. J'imagine que ça sera notre Conseil. dernier conseil. Et en tout cas, on espère que cette petite tactica pour les nuls vous aura plu. Si c'est des sujets que vous trouvez intéressants et dont il faut, vous penser comme nous, qu'on s'empare, bah, n'hésitez pas à nous le dire et on fera peut-être un épisode 2 avec, je sais pas, des trucs un peu différents, d'autres logiques, des trucs qui nous seront venus en jouant une partie. Je pense qu'il y a plusieurs angles qui peuvent être intéressants. Si vous voulez un lexique aussi, parce Un que lexique, je sais qu'il y a plusieurs personnes sur le Discord qui ont déjà demandé tel terme ça veut dire quoi, des Ouais. choses comme ça. Et notamment les termes un peu barbares qu'on Voilà. entend dans les médias, ça peut être intéressant. On a essayé de vous en expliquer 2-3, mais c'était pas forcément l'objectif de cette première vidéo, même si on y avait pensé en y réfléchissant à Craft. Et après, pareil, tu vois, ça peut être aussi, je pense, des bons exemples. Tu vois, des trucs de, tiens, c'est quoi une belle unité équilibrée qui représente bien le fluff, qui est fun à jouer, et on vient avec des exemples. Enfin, j'aime bien ce genre d'approche-là. C'est une manière de parler de jeu de façon plus originale. Et c'est ce qu'on voulait faire, malgré qu'on soit un petit peu enrhumés tous les deux. Je pense que ça s'est entendu dans nos voix avec cet épisode. Si vous a plu,
N'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller plus loin, faites un tour sur le Tipeee, dépensez vos étrennes de Noël en avance. Vous pouvez aussi acheter mon livre sorti chez Feur d'édition sur l'histoire de Warhammer 40 000. Il fait un excellent cadeau sur les fêtes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ami Vincent de Planet Wargame qui l'a dit dans un live. Merci à lui. Et d'ici l'année prochaine, on se retrouvera peut-être avec un petit épisode de la Reforge qui pourrait popper au mois de décembre également, histoire que vous ayez un petit peu du contenu à vous mettre sous la dent après la bûche. Et puis Raph, je te dis à l'année prochaine pour plus d'épisodes. Ouais, merci beaucoup. Allez, des gros bisous, ciao. Des bisous, ciao. Ça va les scènes? Bonus. Trax.